Peut-on vraiment entrer en contact avec ceux qui nous ont quittés? Et si la mort n'était pas une fin, mais une forme de passage? Depuis plusieurs années, certaines personnes affirment pouvoir ressentir, voir ou entendre ce qui échappe à nos sens ordinaires. Mais que se passe-t-il réellement lors d'une séance de médiumnité? Et ces messages peuvent-ils aider ceux qui traversent la perte d'un proche? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Joël Pfeiffer, médium et auteur, qui accompagne depuis plusieurs années des personnes confrontées au deuil et au mystère du lien avec l'invisible. Une conversation pour tout changer. Ça commence maintenant. Une conversation pour tout changer. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle semaine. Bienvenue dans un nouvel épisode d'une conversation pour tout changer. Ce soir, un invité exceptionnel, mais je suis l'homme le plus chanceux au monde. On va recevoir Joël Pfeiffer qui est auteur, médium. Elle est l'auteur du livre « La mort n'est pas la fin de la vie ». Excellent livre que j'ai commencé à lire. J'ai pas fini, donc je vous ferai un retour sur les posts. Merci à elle, elle nous vient du Luxembourg. C'est la seule en 2 ans d'émission qui a réussi à me bluffer. Donc voilà, elle est très très impressionnante. Elle va nous parler un petit peu ce soir de la médiumnité. Elle va nous parler de sa vision, comment est-ce qu'elle communique avec les personnes défuntes et comment est-ce qu'il, voilà, son parcours personnel et tout ça. Je suis extrêmement heureux de la recevoir. Je vous demande, vous dans le chat qui êtes avec nous, merci tout d'abord d'être avec nous ce soir. Je vois tout le monde, la belle famille. Vous n'hésitez pas à interagir au travers du chat, posez vos questions, ça va nous aider pour l'interview. Et vous qui êtes chez vous, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, des fois ça aide à développer l'histoire et c'est toujours intéressant. Donc ce soir on va recevoir notre invitée, elle se nomme Joël Pfeiffer, elle nous vient du Luxembourg. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, pardon. Bonsoir Joël. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, fraîchement. Fraîchement. Je voulais te remercier pour l'annonce de l'émission, pour ma photo. Tu m'as enlevé 40 ans, c'était superbe, magnifique. mais en fait, elle est magnifique. Tu es magnifique. C'est ça le truc, c'est que j'ai rien fait, hein, mais bon, ils ont décidé un petit peu de faire ça. J'espère que tu vas bien. Je te remercie infiniment de nous accorder du temps. Je sais que c'est très précieux pour toi. Pour nous parler de la médiumnité, de ton point de vue sur la médiumnité, de comment se passent tes consultations, comment les défunts te contactent. Et merci infiniment. Merci vraiment du fond du cœur. Avec plaisir. Alors, on va commencer par une petite question sur ton parcours. Déjà, quel a été le moment précis où tu as compris que ta perception était différente? Comment ça, différente? Que tu avais cette petite perception, en plus cette possibilité de communiquer avec des personnes défuntes. Quel a été le moment précis pour toi? Quand est-ce que tu as eu ce déclic? Vraiment adulte, parce que enfant, c'était très compliqué, ça a compliqué ma vie et mon enfance avec ma mère, notamment. Et adolescente, bon... J'avais des tas d'amis qui adoraient la Ouija, qui adoraient les cimetières, qui adoraient faire tourner les tables, donc c'était rigolo. Mais vraiment, la prise de conscience a été adulte, vraiment. J'ai cheminé tout ce temps-là avec des expériences en médiumnité, ce qu'on appelle les expériences en médiumnité, mais jamais personne pour m'expliquer vraiment ce que je voyais et comment je le voyais et pourquoi je le voyais. Voilà, tout simplement. Et c'est au décès de ma fille Rachel que là, tout s'est ouvert. D'accord. Donc ça a été un choc, en fait, premier choc qui a débloqué, en fait, cette médiumnité que tu avais déjà enfant, c'est ça? Un choc qui était une colère je l'ai trouvé assez gonflé à l'époque de partir et de ne pas m'avoir dit au revoir. Je pense que tu sais, c'est le cerveau. Le cerveau est extraordinaire parce qu'il te protège. Il a mis en moi une colère qui était celle du désespoir, bien évidemment, hein. Mais ça m'a permis de tenir debout et de me mettre en marche pour trouver des gens qui pouvaient m'expliquer ce que je pressentais mais que je ne savais pas analyser. Et je voulais absolument communiquer avec elle, ne serait-ce que pour l'engueuler.
Elle a bien dû rire, d'ailleurs. Elle a bien dû rire. Je la connais tellement qu'elle a dû rire. Je vais pas poser la question, est-ce que tu as réussi à l'engueuler? À la quoi? Est-ce que tu as réussi à l'engueuler? Non, bien sûr que quand je l'ai captée, bien évidemment, je ne l'ai pas engueulée. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Je la vois pas souvent. Elle n'est pas souvent en contact avec moi. Elle vient, tu sais, dans cette partie après les rêves, cette partie qu'on appelle les songes. Elle vient de temps en temps. Et c'est vrai que je la vois pas souvent, mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là et qu'elle, bien souvent, je pense que quand j'ai un blanc, parce que on est médium, on est humain, on a des blancs quand même. Hein. Je veux dire, je suis là, je fais des prières. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me montrer quelque chose? Et je suis bien persuadée que de toute façon, elle intervient. Elle est tout le temps là. Je le sais. Je le sais parce que je la sens. Mais quand je dis je la sens, je sens son odeur, bien sûr. Je sens son parfum qui est là. Et elle peut être fière de toi, ça c'est sûr. On s'amuse bien toutes les deux. C'est super. Et concernant la médiumnité, d'après toi, est-ce que c'est un don ou c'est quelque chose que tout le monde pourrait développer? Alors, j'allais dire, on ne développe pas la médiumnité. Ou on est médium ou on ne l'est pas. Comme je dis dans mon livre, on sait faire tous du vélo, c'est pas pour ça qu'on fait le Tour de France. Mais je dirais, ce qu'on peut développer, c'est l'intuition. Sur mes ateliers, je fais travailler les personnes qui sont inscrites à mon atelier, je les fais travailler sur l'intuition, qui est pour moi l'antichambre de quelque chose de plus extraordinaire qu'on pourrait appeler médiumnité. Hein. Mais pour moi, exactement, la médiumnité, c'est une boîte à outils. Donc une boîte à outils que tu vas non pas développer, mais moi, je sais que je l'ai demandé au début. Si tu veux, je voyais des traces blanches, je voyais des choses, c'était très fugace. Ça m'a un petit peu agacée, pas mal de temps. Et j'ai dit à qui de droit, parce que je ne savais pas qui était autour de moi, ça suffit, vos petites mesurettes, là, vos petits trucs, là, ça m'amuse moyennement. Moi, je veux le complet. Sinon, je prends pas je leur ai dit, je ne prends pas le job. C'est ce que j'ai dit. Je ne prends pas le job, moi. Si vous ne me donnez pas la totale, si je n'ai pas la totale, c'est-à-dire effectivement une odeur de confiture quand une grand-mère faisait ses confitures, un parfum bien particulier, une odeur de cigarette, tu vois ce que je veux dire, de cigare pour un fumeur de cigare ou de pipe, tu vois, des choses comme ça pour affiner un petit peu, pour être moins dans les lieux communs. Tu comprends, il y a tellement de médiums qui sont dans les lieux communs, il va bien, il vous aime, il est passé dans la lumière. Donc, quelque chose d'un peu plus affiné qui me permette déjà de dire waouh, waouh. Et puis, que vous sachiez que vous êtes bien avec votre envolée. Je veux dire, c'est Jeff Benoît, on m'a interviewé il y a 48 heures pour le Québec, à 3 heures du matin d'ailleurs, hein, je me suis levée. Bravo et merci. Je lui ai dit, à part lui dire effectivement, votre grand-père est là, est-ce que votre grand-père était militaire? Parce que je le vois droit comme impliqué avec un fusil, ou chasseur. Elle me dit, il était militaire, donc effectivement c'était ça. Mais je lui ai dit après, mais vous avez une cicatrice là comme ça, je la vois là comme ça. En fait, il avait une cicatrice là, mais derrière, dans le dos. Tu vois? Donc, le détail qui fait que tu es sûr que tu es sur sur la bonne fréquence, que tu dialogues vraiment, pas avec un hologramme, mais avec quelqu'un qui est bien là. Et d'ailleurs, le petit souci du détail, c'est ce qui a permis, parce qu'on a discuté ensemble, et c'est vrai qu'elle a parlé de ma grand-mère aussi. Et le petit détail d'il y a quelques jours, c'est ça qui m'a donné la piste sur quelle grand-mère exactement. Donc elle est très 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 forte. Ouais, c'était le foulard ou le tissu. J'ai dit le tissu dans les cheveux. C'est un tissu qui attrape les cheveux et j'ai eu la photo il y a quelques secondes devant mes yeux encore. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'ai quelques questions concernant Vanessa. Je vais juste lui répondre parce qu'elle m'a demandé est-ce que sa médiumnité s'est révélée instantanément après l'envol de sa fille? Non, en fait, elle avait déjà ça depuis l'enfance.
petite. Mais je ne veux pas dire que je suis médium depuis l'enfance. Tu sais, il y a des discours New Age là qui circulent depuis quelques années. Je veux dire, je suis médium depuis l'enfance, ce qui veut dire que les autres étaient de sombres idiotes. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, je me suis dit, mais pourquoi je dirais que je suis médium? Ça rajoute quoi? C'est une valeur ajoutée pour vous? Mais bien évidemment que c'est une capacité que j'ai depuis que je suis toute petite et où je voyais déjà des choses et où j'allumais ma lumière le soir quand maman sortait de la chambre, je me levais pour allumer la lumière et chaque fois elle revenait. Elle m'en collait une au passage quand j'étais plus grande d'ailleurs. Mais et sur mes dossiers scolaires il y avait marqué enfant caractériel. Bah, tu penses bien. Regarde, encore tout à l'heure, je suis sur Instagram sur une de mes amies, Carole Lozé, que je salue d'ailleurs, qui anime une émission radio à Lévis, à Québec, sur la ville de Québec. Et donc, elle est bloquée sur une grande deux voies. Il y a de la neige partout. Elle explique effectivement, il y a sûrement un accident, qu'elle va capoter encore une fois, comme disent les Québécois, parce qu'elle va arriver en retard pour son émission et son invité va se dire quand même qu'elle le fait exprès. Et je lui dis, est-ce normal, si tu veux, que je vois des chevaux galoper? Et donc sur le chat, il y a quelqu'un qui a répondu, elle est sur une route où il y a 4 jours, il y a des chevaux qui se sont évadés, enfin je ne sais pas si on dit évadés, qui sont évadés, oui, de leur corral et qui sont tombés dans la rivière qui est juste... et effectivement, il y en a un qui s'est noyé, qui est mort, quoi. Mais moi, je les voyais galoper. Donc, il y avait bien cette mémoire-là sur le lieu, tu vois. Donc, la médiumnité, ça s'impose tout le temps. Tout le temps. Alors, c'est vrai, quand on me dit, mais quand est-ce que tu débranches? Mais non, mais je n'ai pas à débrancher. Je suis comme ça. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure en off. J'ai dit, mais il n'y a jamais de jour de congé, en fait. Et quand tu reçois un message, comment ça se manifeste concrètement pour toi? C'est quoi? C'est un flash? C'est quoi exactement que tu reçois? Alors, tu vas l'appeler flash, sauf que là, je les voyais bien courir. Ta grand-mère, je la voyais bien, tu vois. Mais c'était pas un flash. Un flash, ça veut dire que c'est comme un truc de voiture, tu sais, un feu en face de toi que tu reçois. Une vision instantanée. C'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux, ça s'étale, tu sais. C'est mouvement, c'est musical, ça peut être musical, ça peut être olfactif, ça peut être... Mais ça vient tout de suite. Tu vois? Et ça vient en journée aussi, ça vient quand tu es occupé aussi, parce qu'on a discuté la dernière fois, c'est venu lors de notre discussion en fait. Oui, je t'ai interrompu d'ailleurs pour te dire, il y a ta grand-mère qui est là. Est-ce que... Non, même pas, je t'ai pas tout de suite dit le coup du tissu. Je le dis, il y a ta grand-mère qui est là. Alors, j'ai toujours l'impression d'être aussi une sombre idiote quand je dis ça, parce que c'est tellement facile de dire, il y a ta grand-mère, il y a ton grand-père. Mais effectivement, quand tu rajoutes effectivement qu'elle a un tissu dans les cheveux, là, tu sais bien qui est là, de toute façon. Ben, en fait, la première conversation qu'on a eue, ça m'a fait un peu peur. Je vais être franc, j'étais pas prêt. On a parlé de 3 choses et 3 choses qui étaient réelles. Tu m'as dit, je vois un chien sur ta droite. Mon chien était sur le côté droit. Tu m'as dit, il fait des allers-retours. Il a 19 ans et demi. C'est un peu normal. Tu m'as parlé d'une voiture qui prenait l'eau aussi. Et tu m'as parlé de ma grand-mère. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Tu as eu un 100%. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est si tu me dis je voyais ça quand j'étais enfant, j'aimerais savoir est-ce que c'est pas quelque chose de familial, c'est peut-être quelque chose d'une arrière-grand-mère qui avait déjà ce don? Mon grand-père maternel était alors il travaillait sur le camp du Larzac, le camp militaire, et il s'occupait des chevaux. Tu sais qu'à l'époque, les militaires étaient à cheval aussi. Il y avait, et donc, il était rebouteux, lui. Et on lui a amené les brebis, tu vois, les trucs, parce que... Enfin, tous les animaux blessés, les trucs comme ça. Et sa sœur tirait les cartes, elle. Donc, j'imagine c'est une transmission qui... Bon, ma mère, on l'a zappée, donc c'est venu à moi. Et mes 2 enfants ont une intuition très très fine. Mais bien sûr, ils ne viennent pas en cours avec moi. Ils n'ont pas besoin de la travailler. Ça suit son cours et je les laisse se débrouiller un petit peu avec ça parce qu'ils sont jeunes et il faut qu'ils fassent leur expérience. Bien sûr, là encore à midi, mon fils est venu déjeuner. Il m'a montré la photo de quelqu'un. Il m'a dit, maman, qu'est-ce que t'en penses? Pour un collaborateur.
Je lui ai dit ce que j'entendais. Et c'était pile poil, le mot que j'ai employé, c'était pile poil ce qu'il fallait. Et est-ce que tes enfants, par exemple, ils ont également ce don? Ton fils a également ce don, peut-être? Alors oui, lui est beaucoup plus affiné sur les lieux. C'est-à-dire que quand il est sur des lieux, il sait détecter effectivement ce que j'appelle le transgénérationnel, donc les mémoires, le millefeuille, tu sais, de toutes les vies passées dans ce lieu. Quant à Margot, elle est très fine, elle a une intuition très très fine. Elle a des aspirations, bien évidemment, et des peurs, mais quand elle aura compris que quand elle mettra en arrière ses peurs, l'autoroute, elle va l'avoir droit devant elle. Parce que c'est ça, en fait, l'intuition. Une fois que ton intuition est très développée, tu as la justesse et la finesse, si tu veux, de la réponse à tes questions. Et est-ce que ce sentiment de peur, tu l'as déjà ressenti toi aussi? Au début, oui, bien sûr. Maintenant, non, j'ai plus peur de vous, les vivants, que des envolés. C'est vrai. C'est vrai. Vous faites plus de mal que ceux que les envolés me font. Ils sont adorables, hein, les envolés, franchement. Hein. C'est vrai. Ah oui, je t'assure, je t'assure. Bon, quand ils sont un peu agacés, quand tu vois, je leur dis dans ma tête, bon, on se calme là, ok? Parce que sinon, c'est no way pour moi, c'est ce que je leur dis. Moi, je leur parle comme ça, hein, avec tout le respect que je leur dois, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pressés, tu vois, et qui vont pousser tout le monde pour essayer de... Non, mais c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Je te promets, hein, jamais eu de problème avec des envolés. J'ai eu peur, moi. J'ai eu peur sur des lieux, mais c'est ma peur d'être humain. Mais une fois que la respiration se calme et que j'arrive, si tu vas mettre de côté cette part d'humanité, ma part d'humanité, ça se passe bien. Ceci étant dit, sur des lieux très très hantés, il n'y a que au château de Fougeray. Quand j'étais au château de Fougeray, bien sûr que j'étais pas à l'aise, hein, bien sûr, mais si tu veux, je psychotais en même temps, parce que quand tu as les yeux bandés, les yeux bandés plus un masque, et qu'on te fait tourner 4-5 fois sur toi, tu perds complètement tout repère, donc tu t'affoles quand même. Hein. Mais c'est comme pour les aveugles, on voit. Et justement, parle-nous un petit peu de ton expérience au château de Fougeray. Qu'est-ce que tu as été invité déjà, c'est ça? Et pourquoi exactement pour rencontrer? On avait demandé l'autorisation, de pouvoir filmer et d'y passer une nuit et de filmer. Et donc on était seuls dans le château, autant te dire que... Bon, ben, je me suis dit, l'équipe avec qui je suis, de toute façon, si c'est pas probant, on diffusera pas. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais écoute, la réaction du caméraman, ça a été, je l'entendais, mais comment elle le sait? C'est-à-dire que derrière une porte, par exemple, j'ai refusé de rentrer dans la pièce. J'ai refusé, j'étais paniquée vraiment, parce que j'ai dit que c'était une tombe et il y avait un coffre mortuaire dans cette chambre-là, tu vois, dans un couloir. Je pouvais plus avancer et puis c'est filmé. J'ai une voix de petite fille. J'ai peur de. Je dis, elle est là, c'est une poupée et j'ai peur. J'ai la phobie des poupées. J'ai la phobie des poupées, je t'assure. Hein. Depuis toute petite d'ailleurs, je leur ai arraché les yeux, machin, tout ça, je les détruisais complètement. J'ai complètement les poupées, ça me fait peur ça. Et là, j'ai dit, elle est dans un cercueil, en fait, elle était par terre, dans une boîte à chaussures et elle était cassée. Et le caméraman était troublé parce que je l'ai entendu dire, mais comment elle le sait, comment elle le voit, puisqu'elle a les yeux bandés, elle ne peut pas le voir, c'est pas possible. Ben si, tu sais, comme les aveugles développent effectivement d'autres capacités, tu comprends, et l'intuition, bien évidemment. Hein. Cette sensation que quand tu as les yeux fermés, et d'ailleurs, moi, très souvent en consultation, les gens ne me voient pas parce que je n'active pas la caméra, j'ai les yeux fermés, comme ça, et puis j'écris. J'écris tout ce que je vois, tout ce que j'entends, et les lieux où je suis, parce qu'on m'emmène sur des lieux, même en consultation, comme ça, dans mon bureau. Et tu dirais, c'est quoi en fait? C'est une sortie de corps que tu fais ou c'était un... Je peux pas dire ça puisque je ne sais pas ce que c'est qu'une sortie de corps. Je peux pas dire ça, je dis simplement une fois pour te donner un exemple. Je dis écoutez, je suis dans une ferme là, avec une personne, soit c'est une femme, soit c'est un homme, peu importe, et je vois il y a des poules à ses pieds, il donne à manger aux poules. Ben oui, mon grand-père, je dis c'est peut-être votre grand-père ou votre grand-mère. Quand je sais c'est une énergie masculine, je dis grand-père, et
On me dit oui, mon grand-père habitait la campagne, et il avait une ferme et il y avait des poules. Et on va même plus loin parce que ça, c'est Arthur Findlay College, hein. C'est la rigueur d'Arthur Findlay College, c'est-à-dire que tu vas sur une médiumnité factuelle, c'est-à-dire que tu vas dire, effectivement, je suis avec votre grand-père, on est à la campagne, dans une ferme, et il y a les poules, factuelles. Mais moi, je vais plus loin, j'essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire évidentiel. Et là, je m'entends lui dire, par exemple, il donnait un prénom à chacune de ses poules. Il dit, oui, c'est vrai, mon grand-père avait donné à chacune de ses poules un prénom. Donc, tu vois, mais ça, c'est la rigueur Arthur Findlay College. Une fois par an, je vais passer une semaine en Angleterre, dans ce lieu-là, pour recentrer Mes énergies, c'est ça? Les énergies? non, recentrer complètement ma méthodologie de travail, tout simplement. D'accord. Une méthode, hein, c'est toujours la même méthode que j'enseigne, cette façon que j'ai tu vois, mais la médiumnité doit être factuelle et évidentielle, pour que tu puisses dire, tu vois, je t'ai dit, il y a ta grand-mère qui est là. Ah oui, il y a ma grand-mère qui est là, elle est sympathique cette médium, hein. Mais je t'ai dit, j'ai rajouté, elle a un tissu dans les cheveux, un foulard, hein, moi je dis tissu, hein. Donc tu vois, il y a ta grand-mère, factuelle, je t'ai un peu brodé, et puis je t'ai donné le détail que je ne peux pas connaître. Voilà. Le détail rationnel qui permet à nous, rationnels, entre guillemets, de pouvoir rentrer dans ton monde, en fait, pour te dire, voilà. C'est ce que il y a quelqu'un, il y a déjà 2-3 ans, qui a dit que j'avais le détail qui tue à chaque fois. Donc on m'appelle le détail qui tue. C'est-à-dire le truc que je peux absolument pas savoir, mais qui va, toi, ça t'a laissé sans voix. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Quoi qu'elle me dise, de toute façon, c'est ma grand-mère qui est là. Il y a beaucoup de questions dans le chat, on va un petit peu poser, si ça ne te dérange pas. On me demande comment est-ce que tu as fait pour mettre tes peurs de côté. Merci Carole. C'est une question de respiration. C'est une question de respiration et de se dire de toute façon, et de recentrage. Alors bon, je ne fais pas de la méditation, je ne fais pas tout ça, je ne sais pas faire tout ça. Je ne suis pas spécialement quelqu'un qui peut s'asseoir et puis te dire, allez, je fais descendre machin. Non, je me dis, je rentre dans ma pleine puissance. Ma pleine puissance. Tu sais, comme si tu te prenais et puis tu ressens ça comme ça. Et puis moi, je suis partagée en deux. Il y a cette partie, allez, pour faire simple, qui est noire, et cette partie qui est blanche. Le truc, c'est de faire ça, effectivement, pour que tu te sens, tu sais, complètement, voilà. Et comme si, effectivement, tu n'étais plus dans ton corps. Mais je sais que je suis dans mon corps. Mais je ne suis plus moi-même. Je suis simplement, allez, pour te faire comprendre, une antenne, un support. Ouais, tu te transformes en canal. Des fréquences. Parce que moi, je travaille avec des fréquences. Hein. Une communication avec un envolé, c'est des fréquences. Hein. Et justement, concernant cette communication, merci dans le chat, je l'ai vu 4 fois cette question, je vais la poser. Est-ce que tous les défunts ont envie de communiquer? Oui, bien sûr que oui. Mais bien sûr, c'est ce qu'ils veulent, c'est effectivement, après leur envol, rétablir cet espace de communication, de réparation ou de consolation même pour vous, hein, en vous disant qu'ils vont bien, surtout quand ils n'en finissaient pas de partir, de mourir. Moi, j'ai des envolés qui ont mis 1 an, 2 ans, si tu veux, à partir d'un cancer. C'est affreux, je t'assure. Donc, ils ont à cœur de vous dire, je suis bien maintenant, je suis réparée. Alors bon, je suis réparée, c'est une phrase, mais si tu dis effectivement qu'est-ce qui est réparé et de quoi ils sont partis, parce qu'ils veulent raconter de quoi ils sont partis et la souffrance qu'ils ont éprouvée, la tristesse de vous quitter aussi, ou vous dire où c'est qu'ils ont caché quelque chose pour que vous le retrouviez. Vous voyez, c'est quelque chose de particulier. Ils veulent absolument le faire. Alors on les convoque pas. Je ne fais pas brûler d'encens, j'allume pas de bougie. Justement, j'allais poser la question, est-ce que c'est eux qui viennent à toi ou c'est toi qui les appelles? Merci Marie-Vonne au téléphone. On n'appelle pas les envolés. Je veux dire, moi, quand je suis en communication et que la personne qui veut une consultation avec moi m'appelle, j'ai la photo parce que je vous demande une des dernières photos de l'envolé avant son départ, qui a été prise. Je regarde la photo et je la pose et j'écris. Je ferme les yeux et j'écris. Voilà. Mais on ne les appelle pas, ils viennent, ils sont là.
Tu sais, c'est tellement loin, je pense que c'est très très loin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça ne veut rien dire. Leur temporalité est tellement loin, mais elle est tellement intimement liée à la nôtre, tu vois. Je crois que tout à l'heure, je te l'ai dit. Temporalité, c'est vrai, c'est important. Temporalité, tu vois, sur ces chevaux, par exemple, il y a 4 jours. Il y a 4 jours que ça s'est passé, tu vois. C'est intimement lié, c'est quelque chose de... C'est un millefeuille, tu as le transgénérationnel sur toi, sur les personnes, mais tu as le transgénérationnel aussi sur une histoire familiale, sur les lieux surtout. Donc, moi, je laisse faire. Je laisse faire. C'est pas moi qui décide où je vais, ce que je dois voir ou ce que je dois pas voir. Mais je sais une chose, c'est que je ne les convoque pas. Mais après, je leur dis, vous êtes formidables. Je chante. Et justement, tu as répondu à une question de notre amie Chantal qui est dans le chat, qui m'a demandé est-ce que tu pouvais travailler sur des problèmes transgénérationnels. C'est ce que tu viens de dire. Bien sûr, bien sûr. Et là où c'est automatiquement, hein, parce que, par exemple, il n'est pas souvent non, à quelques reprises, je me suis entendue dire à ma consultante, alors je ne le dis pas d'emblée, je ne le dis plus parce que c'est traumatisant, mais de dire, voilà, mais est-ce que, la dernière fois que je dis, est-ce que vous êtes sûr que c'est votre papa ? C'était pas bon pour moi de dire ça, c'était pas professionnel. Mais en fait, parce que j'entendais mauvais lit, mauvais sang, c'est comme ça que je les appelle, mauvais lit, mauvais sang, tu vois, c'est-à-dire que c'est courant en fait que, enfin, on a plusieurs vies amoureuses, nos parents non, mais nous, nous non, moi non, à mon âge non, mais j'ai qu'un amour, c'est mon mari, mais toutes ces générations plus jeunes, bien sûr, ont plusieurs partenaires de jeu. Ce que j'appelle les partenaires dans leur vie auront plusieurs partenaires de jeu. Donc, des fois, on a un enfant qui n'est pas du... Enfin bref, voilà. Donc, ça m'est arrivé. Et on remonte en transgénérationnel parce que rien n'est anodin et on s'aperçoit qu'effectivement, par exemple, un enfant a été fait avec le frère du mari ou, vous voyez, ou des choses comme ça. Donc, et moi, je me repère, c'est le protocole que j'ai avec eux, c'est mauvais sang, mauvais lit, très souvent, tu vois. Mais sur le transgénérationnel, c'est ça qui est intéressant, c'est de remonter, et remonter sur les deux arbres, hein, parce qu'il y a un effet miroir. Hein, ce qui s'est passé chez vos grands-parents se passe sur vos parents et vos grands-parents de l'autre côté aussi. Hein. Donc, c'est important d'aller voir un petit peu, mais c'est pas moi qui y vais, c'est les envolées qui me poussent à aller voir ça. Hein. Donc, c'est pas systématique. J'ai des consultations où effectivement, je vais dire ce que j'entends, ce que je vois, mais on ne va pas remonter. Mais très souvent, dites-vous bien qu'en guidance, c'est pas l'opération du Saint-Esprit qui me dit, qui me suggère les directions que vous devez prendre, ou ce que c'est vos envolées qui sont eux vos premiers guides. Ce sont vos guides familiaux, ce sont eux. Ce sont eux nos guides. Voilà. Et la pertinence à travailler en transgénérationnel, même en psychogénéalogie, hein, ce que je fais très souvent avec ma très grande amie que je salue, Annie Plaété, c'est d'ouvrir une boîte de dialogue entre comment s'appelle, l'intuition, qui est de plus en plus fine, et la rigueur analytique de la psychogénéalogie. Ça, c'est, à mon avis, indissociable. On devrait systématiquement avoir une consultation avec une médium qui travaille de son côté et la psychogénéalogiste, elle, qui va travailler sur votre arbre. Et très souvent, sur ma chaîne YouTube, il y a 3 émissions qui s'appellent Regards croisés. Ce qui est fantastique à écouter et à voir, c'est qu'en fait, ce que la psychogénéalogiste découvre, c'est analytique, hein, la psychogénéalogie, hein, et confronté à l'intuition de la médiumnité, ça fait sens. Parce qu'il y a un impact réel sur les personnes d'aujourd'hui par rapport à leur passé. Et puis, on va aller chercher aussi les enfants fantômes, tu sais, toutes les fausses couches, tous les arrêts de grossesse, voilà. Et puis moi je fais faire un travail à mes consultants sur le fait qu'il faut donner un prénom. Il
faut donner un un prénom enfant parce qui est décédé. qu'il faut les reconnaître. Et puis, parler avec eux en disant je te reconnais comme étant mon enfant. Et puis, le mettre à la bonne place parce que très souvent, votre aîné n'est pas votre aîné puisque vous avez fait une fausse couche avant ou une IVG. Donc, il va être le deuxième. Tu comprends? Donc, il faut, dans sa tête, redonner la place à La chacun hiérarchie. pour éviter, si tu veux, après, des choses comme les enfants fantômes que moi je détecte. Je me dis, mais c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est vrai parce que c'est une âme qui Tu s'est libères incarnée, en aussi- fait. oui. Tu libères la lignée qui vient après, tu vois. C'est une âme qui Mais s'est incarnée, On c'est vrai. on ne convoque pas un envolé. Enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas de rituel pour les faire venir. Je n'allume pas de bougie. Je brûle de l'encens en bas parce que à cause des gens qui viennent, donc pour nettoyer après leur passage. Mais sinon, dans mon espace à moi où je travaille, non. D'accord. Et Et ils sont venus à chaque fois. Hein. Moi, je n'ai pas un seul envolé qui n'est pas venu. mais Pas un seul. justement, Je ne j'ai... dis pas aux gens, je ne peux pas, je n'ai rien à dire parce qu'il ne vient pas. Non. Par contre, j'ai peut-être affaire à des envolés qui sont moins bavards, certains. Mais s'ils n'étaient pas bavards de leur vivant, pourquoi veux-tu qu'ils soient bavards après? Est-ce qu'on garde les mêmes traits de caractère une fois décédé? Exactement, exactement. Quelqu'un qui était coléreux, bougon, je vais pas te dire, tiens, il arrive en dansant, il est heureux. Tu vas dire, non, mais attends, c'est pas mon papa ça. Mon papa, il n'était pas comme ça. Non, non. Moi, je pense que on part avec l'entièreté de notre caractère. Dans mon livre, d'ailleurs, je mets des exemples pour vous, pas pour vous convaincre, parce que mon but, c'est pas de vous convaincre, c'est de vous faire des propositions de réflexion. Vous avez tous un cerveau, donc je me dis, vous avez votre propre opinion, vous aussi. Et ce que je pense, moi, si tu veux, c'est comme dit, c'est Socrate qui dit que l'opinion, c'est quelque chose entre la connaissance et l'ignorance. Donc ce que je pense, moi, n'intéresse que moi. Je te propose à travers le livre et certains extraits, pas extraits, c'est des consultations que je retranscris, de réfléchir au fait que bien, c'est pas parce qu'on passe de l'autre côté qu'on devient bisounours, hein, clac. Je suis un bisounours, je t'aime, peace and love. Moi, j'ai eu affaire à ce qu'on appelle, et pardonnez-moi l'expression, des sales cons, bien évidemment, hein, ou des gens qui avaient violé, qui avaient abusé, sur des abus sur des enfants, des choses comme ça. Faut pas imaginer, si tu veux, qu'ils vont changer là comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, bien sûr. Hein. Et justement, est-ce qu'il y a un moment après la mort où ils peuvent plus facilement entrer en contact, ou alors c'est immédiat, une fois que la personne décède? Moi, j'ai eu un exemple, c'était fascinant d'ailleurs, ça me fascine, moi, c'est extraordinaire, moi, je trouve ça. Qu'est-ce qu'ils sont forts, franchement. J'ai un ami qui m'a téléphoné, qui avait perdu un de ses amis de sa loge, et dont l'enterrement était prévu l'après-midi, mais je l'ai très bien capté. Au téléphone, comme ça. Donc en fait, il n'y a pas de timing spécifique, c'est immédiat. Non, à m'entendre dire, non, il faut attendre un an, non, on les a tout de suite. Hein. Moi, j'en ai certains, même avant qu'ils s'en aillent. Je le sais. Il m'est arrivé une fois, et ça, je me suis dit, il faut que tu fasses très attention, Joël, en faisant faire ça. Et c'est pas ton rôle. J'ai dit à une consultante, je capte, c'était son papa d'ailleurs, je capte son frère est là avec lui, il me semble. Elle me dit, mais il n'est pas mort. Oups. Sauf que 3 jours après, c'était le samedi, elle m'a envoyé un texto, elle me dit, comment vous le saviez? Il est mort ce matin. Waouh. Mais quand je fais très attention à ce que je dis, tu vois, je dis pas ça comme ça, je dis, son frère est là, il est encore là ou il est parti? J'essaye parce que c'est choquant, imagine. Ah non, totalement, j'imagine, je me dis... Donc, je suis très précautionneuse des mots que j'emploie quand je suis en consultation, parce que vous êtes déjà cabossé par le deuil. Alors, si moi, je m'y mets aussi, hein, tu comprends? Et j'ai une petite question, et c'est Anna Merciel qui nous pose la question concernant les morts violentes. Toi, tu as dit des personnes partent après, par exemple, 2 ans de maladie, c'est terrible. Est-ce que les morts violentes sont
est-ce que les personnes, pas les personnes, mais les âmes sont au courant qu'ils sont décédés? Peut-être pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça existe, cette Oui, incohérence? alors moi j'ai une indication, là aussi, tu sais, c'est des protocoles qui entre eux et moi. C'est que dès que je prends la photo, je regarde, je pose et je commence à écrire, je vois quelque chose qui me fait dire, et c'est chaque fois comme ça, parce que c'est le protocole qui est entre eux et moi, il y en a quelques-uns comme ça, hein. Ils me font ça comme s'ils étaient derrière une vitre. Donc je sais qu'ils sont partis, alors d'une part, qu'ils sont partis rapidement, très rapidement, violemment, et qui s'y attendaient pas. C'est-à-dire les accidents de moto, les accidents de voiture, ou fauchés sur le trottoir, tu vois, tous les accidents, toutes les morts violentes, ou alors une crise cardiaque dans la rue ou chez eux, tu vois. Je sais que là, c'est très rapide, c'est instantané. J'ai eu une consultation il y a quelques jours où effectivement, encore une fois, il était derrière l'instant, et tout de suite après, je me suis entendu dire, il faut faire attention aux escaliers. En fait, il s'est jeté dans les escaliers. Donc, Ouais, faut pas t'avoir comme une mauvaise nouvelle. t'imagines la vie de mon mari avec moi? Mais j'imagine le pauvre là. Moi, des fois, j'ouvre la porte, je dis chérie, tu sais ce que j'ai vu? Ils sont formidables. Il me dit oui, oui, chérie, oui. Ah oui, il doit serrer ses claques. Non, mais il doit pas s'ennuyer, lui. Qui tu vois aujourd'hui? Je vois celui-là. Et en plus, tu sais, quand il avait perdu un patient, il rentrait le soir, je me rappelle au début quand j'étais avec lui, il est rentré, la première fois que j'ai vu ça, il pleurait parce qu'il avait perdu un patient, tu vois. Et il n'a pas la même réaction que moi, bien évidemment, face à la mort, tu vois, tu comprends. Mais donc je le vois me regarder, alors on me connaît maintenant, hein, j'avais 21 ans quand je l'ai rencontré, j'en ai 68, tu imagines, mais il me regarde, il se dit, attends, elle est fondue celle-là, mais elle est fondue. Non, elle est top. Franchement, c'est un bon caractère et c'est pas méchant en C'est fait. une médiumnité heureuse, franchement, tu ne me verras pas faire la gueule. Ou quand non, je fais pas la gueule, je me mets en colère, mais pas la gueule. Et sinon, j'ai une médiumnité heureuse. Tu peux pas savoir ce que c'est transcendant, c'est portant, c'est vivifiant, franchement. Tu te dis, j'ai ma team qui m'entoure, j'ai ma protection, parce que là aussi, je ne fais aucun rituel parce que je ne peux même pas m'imaginer qu'ils ne me protègent pas. C'est ce que je leur ai dit. D'ailleurs, je ne vais pas faire vos salam alek, moi. Hein. Ça, c'est pas mon truc. Hein. Moi, j'ai pas de discours New Age, j'ai pas de blablabla spirituel. Mais je leur ai dit, vous me protégez là. Hein. Enfin, c'est le moins qu'ils puissent faire quand même. Tu ne crois pas? Bien sûr. Et je me dis, t'as ta petite armée, tu nous as dit, t'as ton petit, Oui, ton petit groupe. ma petite armée, bah, c'est tous vos envolés, hein, ils sont là. Hein. Et Il y en a souvent qui viennent bien après encore la consultation. J'ai encore des éléments, des choses comme ça. Hein. Ce qui m'est arrivé avec Mathieu, je salue d'ailleurs Catherine qui doit être, j'espère qu'elle est là, sinon elle le regardera demain. C'est Mathieu. Quelques jours après la consultation, je me suis vue rappeler cette maman dont le fils était suicidé. Et je lui ai dit, écoutez, votre fils me dit qu'il a caché quelque chose dans son garage et à tel endroit. Il me dit non. Et je dis, c'est dans le livre, hein. C'est un linge blanc, c'est comme une enveloppe et il y a de l'argent dedans. Il me dit, impossible, mon fils n'avait jamais d'argent. Il n'avait jamais un flèche. Et puis en fait, ils sont quand même allés voir, malgré leur belle-fille qui n'était pas contente de les voir se ramener pour prendre des choses sous le motif de prendre du matériel dans les garages qui appartenait à leur fils. Et ils ont trouvé ce que je disais, effectivement. C'était là où je l'avais dit. Oui. c'est fou. Il avait de l'argent. Il avait mis de l'argent de côté pour son fils. Oh, il n'y avait pas des millions. Hein. Il n'y avait pas de millions, hein, le pauvre. Hein. Mais il avait à cœur, si tu veux, qu'on trouve ça pour son fils. Hein. Une boucle d'oreille, je sais, une fois aussi. La consultante, elle m'a appelée. Elle m'a dit, Joël, je dis, allez voir dans la salle de bain, sous la fenêtre, il y a un radiateur. Et là, elle est accrochée, l'autre boucle. Elle était là aussi. J'ai une de mes amies aussi à Nantes. Elle m'a dit, j'ai perdu une boucle d'oreille. Je dis, regarde dans ton aspirateur, c'est là.
Bon, ne m'envoyez pas tous des textos pour que je retrouve vos trucs. Hein. Votre truc, sinon c'est moitié-moitié avec, avec Joël. Moitié-moitié, hein, pas moins. J'ai plusieurs fois cette question et je vais te la poser. J'ai une personne qui m'a dit mon père est décédé par suicide. Une autre qui me dit est-ce que les personnes défuntes continuent à souffrir? Justement, des personnes qui sont parties par le suicide, des personnes qui ont été tristes toute leur vie, est-ce que c'est quelque chose qu'on emmène aussi, comme tu as dit tout à l'heure par rapport à notre trait de caractère? Est-ce que la souffrance nous accompagne également après la mort? Non. Non. Alors, il y a un chapitre dans mon livre, tu n'es pas encore à ce chapitre-là, mais tu verras ce que j'en pense. C'est important d'une part de ne pas les juger, de ne pas leur en vouloir pour cet acte-là, parce qu'on est chacun comptable de notre vie à nous. Est-ce que vous appelez mon frère, ma soeur, mon père, ma mère? Non, c'est les mots avec l'émotion que vous y mettez. Mais c'est des entités complètement étrangères, si tu veux. Hein. Et on a le droit de disposer de notre vie comme on le veut. Hein. Mais moi, quand je les vois, ils ne demandent pas pardon, ils ne disent pas excuse-moi, mais plutôt, mais je ne le dis pas, il faut qu'ils me comprennent, c'est tout. Mais surtout, qu'ils sont bien maintenant, qu'ils ne souffrent plus. Parce que si vous imaginez qu'en plus c'est facile de se suicider, je vous dis non. Moi, quand j'étais jeune, j'étais à Londres, j'ai eu un passage à vide comme ça et je me suis retrouvée transportée aux urgences, en urgence, voilà. Hein, parce que j'avais voulu effectivement arrêter là ma souffrance, tout simplement. Et je peux te dire que c'est pas facile de décider d'arrêter là le chemin. C'est pas facile, donc il faut avoir un grand respect pour leurs gestes. Et de se dire, arrêter de dire, oui, il aurait dû réfléchir, il a ses enfants, une femme. Tu sais, la souffrance, c'est quelque chose de terrible. Tu en meurs autant que d'un cancer. C'est comme un cancer, la souffrance. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Et justement, est-ce qu'il y a Il n'y a pas de bastral, hein. Ils ne vont pas au bastral. Hein. Bastral, pour moi, mais c'est mon opinion, entre la connaissance et beaucoup d'ignorance, bien évidemment, il n'y a pas de bas astral, tout ça, c'est des inventions des curés. C'est-à-dire, tu pourrais un petit peu développer, parce que nous, on parle souvent de plusieurs, entre guillemets, couches avant d'arriver. Toi, tu dis, tu peux parler avec tout le monde, même quelqu'un qui est décédé il y a 30 ans. Ma grand-mère est décédée il y a plus de 40 et quelques années. 40, oui. Bah, dans le livre, tu n'es peut-être pas arrivé au chapitre. Non, j'ai démarré en fait. Ah ben non, c'est le prochain livre. Chaque fois, excuse-moi, c'est le prochain livre, c'est les corrections, c'est le prochain livre. C'est le premier chapitre du prochain livre. Si tu veux, je remonte en transgénérationnel. Elle m'avait donné une 30aine de photos et je me retrouve en direct, puisqu'on a fait l'émission en direct. Je lui dis, mais attendez, là, je crois que je suis dans une chambre, je crois bien qu'on est en train d'assassiner le duc de Guise. Ça fait sens pour vous? Elle me dit, tout à fait. Dans notre lignée, on a effectivement répertorié, alors vous allez halluciner quand vous allez lire ce livre-là aussi, parce qu'elle développe effectivement sa lignée, et il existe bien cet homme-là, effectivement, et il était à cette époque-là partie prenante dans l'assassinat du duc de Guise, bien évidemment. Donc, 40 ans, alors après... Le problème, c'est que si tu n'as pas connu, par exemple, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, je vais te raconter une jolie histoire. Non, même pas. Je ne te la raconte pas d'ailleurs. Hein. Je dis aux gens, écoutez, moi je stoppe là parce que si c'est une jolie histoire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est super intéressant, c'est que tu connaisses l'histoire de ta famille et que tu puisses effectivement me dire, ben oui, j'ai connu, je sais des choses sur mon arrière-grand-mère, je sais des choses sur mes grands-parents, je connais l'histoire familiale au niveau de la guerre. Moi, sur une consultation il y a quelque temps, je lui ai dit, écoutez, c'est une femme et je pense qu'elle a été fusillée, parce que j'entends des coups de fusil, je ne savais pas comment le dire, mais j'en entendais plusieurs. Effectivement, c'était une résistante, et elle a été fusillée, bien évidemment. Tu vois, niveau temporalité, tu ratisses. Voilà, niveau temporalité, et si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, on peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin, tu vois. C'est pour ça qu'un travail en transgénérationnel,
Là, sur cet exemple-là, c'est foisonnant parce qu'effectivement, c'est une passionnée d'histoire en plus, et elle a cherché et elle a trouvé, et puis dans les archives familiales, des choses comme ça. Il y en a un autre, c'est dans le livre que tu lis. Là, on est sur un château aussi qui appartient à une famille prestigieuse d'ailleurs, qui est encore vivante. Hein. Donc, c'est extraordinaire. Tu arrives, tu as une lecture, mais pour peu que tu connaisses les faits aussi. Parce que si tu ne connais pas, moi, je peux toujours te raconter une jolie histoire. Mais comme disaient mes enfants, maman, même les jolies histoires, quand on était petit, c'était pas ton truc. Voilà. Ben justement, avant que je vais te poser la question pour une jolie histoire, j'aimerais te poser une question, et c'est Dominique Matati qui est sur le chat qui nous demande, concernant l'enfant qui est décédé, tu sais ce que tu as dit tout à l'heure? Est-ce que lorsque nous on décède, on le retrouve? Bien sûr, c'est notre lignée. C'est notre lignée familiale, donc on se retrouve, et vous mettez dedans aussi les animaux de compagnie, bien évidemment. Merci. Je salue Ulysse. J'ai fait un petit live comme ça. Alors mes petits lives sont c'est très péchu, hein. C'est-à-dire je branche machin, je suis en train de faire ma cuisine ou n'importe. Je dis tiens, je suis partie il y a 3 semaines en Suisse pour un salon, et je dis de Luxembourg jusqu'à la Suisse, enfin là où je devais arriver, il y avait un chien dans ma voiture avec moi, un chien, et je dis caramel, couleur caramel. Et effectivement, ça fait sens à quelqu'un, et qui était parti rapidement, là, il est dans les jours qui étaient il n'y a pas longtemps, et en fait, il était décédé le 17 février. Et 17 février, j'étais sûre que c'était lui, tout simplement parce que le 17 février, ça faisait sens pour moi, c'est le jour de mon anniversaire. Donc c'était lui, c'était forcé. Et il s'appelle Ulysse, et il était là, et j'ai fait une consultation avec la dame, et les détails étaient là, et des détails... C'était pas t'as toujours ma gamelle, hein. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait un chat aussi l'autre jour, et je voyais ces coussins, je parlais de coussins dessous, les coussinets, les coussins, j'arrivais pas à m'exprimer, et en fait je comprenais pas pourquoi ce chat me montrait ça avec insistance, et en fait elle me dit chaque fois qu'il sortait dans le jardin, et je lui frottais les coussins, les coussinets, pour pas qu'il fasse de traces sur le plancher. Tout simple, hein. C'est fou. Bah oui, c'est fou. Et il leur manque que la parole, je t'assure. Il leur manque que la parole aux animaux, c'est extraordinaire. Et là, je suis bluffée, toujours bluffée, parce que c'est une grande angoisse, tu comprends. Tu te dis, quand on te paye une consultation pour un animal, tu te dis, je veux viander le dentier là-dessus, c'est pas possible. Eh ben non, ça marche. Ça march. Et il y a le même amour, hein. Il y a le même amour exactement entre les humains et les animaux. Exactement. Je dis, il leur manque que cette part d'humanité, c'est-à-dire la parole, parce que la conscience, ils l'ont. Ça, il ne faut pas se figurer qu'ils n'ont pas de conscience, hein. Donc, et qu'ils n'ont pas d'âme, bien évidemment. Et justement, est-ce qu'il y a des messages qui t'ont, toi, particulièrement marqué, comme une histoire où tu as versé ta petite larme en te disant « ça m'a touché ». Pour un animal ? Non, pour des humains, par exemple. Oh, tu sais, déjà, quand je vois un envolé qui est là et qui n'en finit plus de mourir, qui n'en finissait plus de mourir, ça m'attriste. Et ce qui me fout en l'air, effectivement, on peut le dire, un fout en l'air, c'est les enfants, les bébés. Parce que très souvent, vous me donnez des photos de bébés morts, bien évidemment, hein. Et les enfants. Bien évidemment, les enfants et les ados, parce que ça me fait remonter une émotion que je connais bien, c'est-à-dire la perte de ma propre fille. Voilà. Hop, j'ai perdu tout là. Vous m'entendez ? Ouais, moi je t'entends. Pardon, j'ai eu un problème de télévision. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois. Il y a tout qui s'est éteint d'un coup. C'est Rachel qui est là alors, puisque je parlais de mon enfant. Alors c'est sûrement, elle est juste, waouh, j'ai les frissons là tout de suite. Il y a plein de trucs qui se passent, hein. Mes enfants refusent de dormir chez moi. Ah mais... Des années parce qu'il se passe des trucs. Du Luxembourg, j'ai tout qui s'est arrêté là tout de suite, je comprends pas. Alors que je parle de mon enfant, ça me fait remonter effectivement une émotion que je connais très bien, c'est celle de la perte de mon enfant, Rachel, qui est partie en 2011 et qui a 25 ans quand elle s'envole. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Tu veux un petit peu nous
nous rappeler un bon souvenir avec ta fille, peut-être? Quelque chose de sympa? Son rire, et puis son casque sur la tête, et puis elle chantait faux tout le temps. Alors ça, chaque fois que j'étais voir un médium, s'il ne me donnait pas ce détail qui tue, c'était ralasse, c'était pas possible. C'était pas ma Rachel qui était là, parce que Rachel, elle était toujours avec de la musique dans les oreilles. Je me suis toujours dit, tu vas finir sourde. Et justement, Hein? justement, pour des personnes comme, par exemple, comme moi ou comme d'autres personnes, est-ce que c'est possible de ressentir fortement une présence d'un proche disparu? Oui, bien sûr, bien sûr. Des fois, quand tu as l'impression, dans une pièce, tu n'es pas tout seul. Tu as une impression. Pas que tu ressens. Moi, le ressenti, c'est l'ennemi de la voyance pour moi, et de la médiumnité. Hein. Tu as la sensation qu'il y a quelqu'un qui est là dans la pièce, alors que tu es tout seul. Quand tu sais, comme l'étoile d'araignée, là, comme s'il y a une impression de c'est eux, ou alors là, te touche là, c'est ce qu'ils font, ou alors sur la joue, tu sais, un souffle frais sur la joue, c'est eux, bien sûr. Vous faites tous des expériences en médiumnité, toute la journée on fait des expériences en médiumnité. Mais les gens vont dire, ah ben je suis médium. Non, être médium, c'est autre chose. Être médium, c'est pouvoir se dire, je peux faire payer une prestation et je sais que je vais être probante. C'est ça être médium pour moi. C'est avoir le savoir-être, le savoir-paraître aussi, le savoir-faire et le savoir se taire pour être en capacité du savoir-dire. C'est ça une médium. Mais vous faites tous des expériences en médiumnité toute la journée. Ça, j'en suis persuadée, sans vous en rendre compte. D'accord. Et concernant le deuil et la peine, justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, lorsqu'on perd une personne et qu'est-ce que ça apporte, le deuil à notre envolée? Alors, je vais te dire, je suis admirative devant les 7 ou 8 phases du deuil que j'ai absolument refusées, moi. D'ailleurs, je l'aurais volontiers balancé les 7 phases du deuil à la figure de tous les gens que je connaissais et qui évitaient, qui changeaient de trottoir pour pas me dire, voilà, pour pas subir ma tristesse. Tu comprends? Ça ne sert à rien. Le deuil, c'est une épreuve, certes, mais c'est aussi un espace où tu vas, de toute façon, comment vous dire ça? Quand on commence à mourir. Donc, c'est quelque chose c'est une évidence que j'ai appris en perdant mon enfant. C'est-à-dire que rien n'est pérenne, et surtout pas notre existence, notre vie. Donc, à un moment donné, il faut être prêt, il faut avoir la conscience de se dire, je serai prêt à dire au revoir à quelqu'un que j'aime. Et après, moi, ça a été quoi? Ça a été des lianes, tu sais, me dire, j'attrape n'importe quelle liane, et je fais ce que je peux avec ça. Donc si effectivement je m'écroule, comme je me suis écroulée une fois dans la rue, j'étais à 4 pattes en train d'hurler comme une bête. J'étais avec mon mari d'ailleurs, les gens se sont arrêtés, Mathilde dit, vous avez besoin d'aide, on appelle une ambulance. Je me suis dit, non, laissez-la. Voilà. J'ai hurlé à la mort, la perte de mon enfant. C'est aussi de se dire, je fais ce que je peux, tous les jours je fais ce que je peux, mais je pense à elle. Je crois que le seul devoir qu'on ait, c'est un devoir de mémoire. C'est le seul espace du deuil que je tolère. Le devoir de mémoire que j'ai pour elle, que j'ai pour ma maman, que j'ai pour mon papa, que j'ai pour tous les êtres que je n'ai pas connus, mais qui font partie de ma lignée. Mais ce devoir de mémoire, effectivement, de me dire le matin, je pense à elle, ou dans la journée, je prépare un bagage, je dis Rachel, qu'est-ce que je prends, ou je vais m'acheter quelque chose, une fringue, qu'est-ce que t'en penses? Puis je me dis non, c'est ridicule, mais non, tu vois. Voilà, c'est se dire, je continue à lui parler et elle me fait des clins d'œil. C'est pas des messages, c'est des synchronicités, tu vois, des choses comme ça. Elle vit au travers de toi. Exactement. Et la première synchronicité que j'ai eue,
avec elle, c'est quelques semaines. On était en période de Noël, tu sais, début décembre, et c'était à Nantes. Et puis, je devais traverser tu sais, des petites maisons de bois, là, les marchands du temple. J'appelle ça les marchands du temple parce qu'ils te vendent de tout, sauf des trucs de Noël d'ailleurs. Hein. Et je devais traverser cette place où il y avait plein de petites maisons de bois, et j'ai entendu une chanson qu'elle aimait particulièrement. Tu sais, il y a toujours des musiques très fortes. Et je me suis mis à suivre cette musique, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je suis arrivée au milieu de cette multitude de maisons de bois qui vendaient n'importe quoi. Je suis arrivée face à une petit chalet de bois qui vendait des poupées chinoises. Des poupées, oui, chinoises, japonaises. Et en fait, elle faisait la collection de ces poupées de bois, de ces poupées de bois japonaises comme ça, tu vois. Donc, c'est la première synchronicité que j'ai eue avec elle. Et petit à petit, effectivement, il y en a eu plein. Et ça, à chaque fois, tu sais, ça, c'est comme une bouffée d'oxygène qui te permet de continuer à avancer. Et puis maintenant, bon, c'est jalonné de synchronicité ou de trucs que j'entends. Non, n'y va pas. Non, ne va pas là. Non, ne signe pas là. Non, pas avec lui. Pas d'émission avec lui. Ah, non, ça se peut, hein, ça se peut, pourquoi pas. Ah oui, bien sûr. Je ne dis pas que j'écoute tout le temps ce qu'elle me dit, parce que j'y vais aussi à l'inspiration, à l'intuition, bien sûr, mais j'entends des choses de ce type-là, oui, bien sûr. Alors, c'est pas forcément toujours ma fille, hein. Ça je le sais, hein. J'aime bien les envoler. Et il y a beaucoup de personnes justement qui sont dans le chat qui nous parlent de leurs enfants et des synchronicités, comme tu dis, qu'ils reçoivent. Oui. Justement, j'ai une petite question concernant ce qu'ils ont à nous transmettre. Est-ce d'après toi, y a-t-il des choses que les envolés nous demandent souvent de comprendre ? De comprendre, d'accepter. D'accepter. La résilience, tu vois, c'est un bien grand mot ça, hein, parce que personnellement, dire que je suis résiliente par rapport à l'envol de ma fille, c'est non. Sûrement pas. Il va falloir qu'elle m'explique, hein, franchement quand même. Hein, tout en douceur, mais quand je la verrai, il va falloir qu'elle m'explique quand même. Hein, parce que, et puis en plus, alors je vais rajouter là, me dire que je suis venue dans cette temporalité, dans cette incarnation-là, pour apprendre la douleur de peur d'un enfant, mais non, mais attendez, là, je peux être violente, hein, si vous me dites ça. Très, très violente. Hein. C'est tout à fait normal. Ah ben bien sûr. C'est tout à fait normal. Je veux dire, ça c'est quelque chose, mais non, mais attends, mais moi quand j'ai perdu Rachel, j'ai fait la tournée des grands-ducs, comme je dis, c'est-à-dire des médiums, hein, et je te dis pas, hein, certaines très connues, hein. Non mais attends, elle est partie pour que vous deveniez médium. Mais elle est partie pour que vous deveniez médium ? Pour que je devienne médium, non, moi je rêve, j'hallucine. Moi, dans une autre incarnation, dans une autre temporalité, je peux t'assurer qu'il est hors de question que je la perde. Je veux vieillir avec elle. C'est tout à fait normal. Bien sûr. Je veux que le matin, elle vienne et qu'elle me dise, je me rappellerai toute ma vie, ça c'est un truc, je l'entends encore. J'entends sa voix encore. On a peur d'oublier leur voix, c'est pas vrai, on n'oublie pas. Hein. Elle passait sa tête dans le sang, mes salutations du matin. Mais je te promets, non, c'est la connerie de dire ça à quelqu'un. Non, mais franchement, où elle devait partir, c'était écrit comme ça. Non, mais tu rigoles ou quoi ? Et justement, toi qui as vécu ce parcours dans lequel tu as vu plusieurs médiums, est-ce que tu estimerais que 20% sont dans le bon ou peut-être moins ? Qu'est-ce que tu en penses ? 20%, mais tu es sympa, toi. Dis-moi très sympa, hein. Très sympa. Oh, écoute, sur le nombre que j'ai vu, franchement, 86-87% étaient nuls. Il y en a même une qui m'a dit, je pense qu'elle devait être en instance de divorce. Hein. Ça aussi, c'est le travers de... C'est pour ça que je te dis, les ressentis, c'est très... Il faut faire attention quand tu es médium sur tes propres ressentis. Je pense qu'elle était en instance de divorce parce qu'elle m'a dit, d'entrée, elle m'a dit « Ouh là là, il faut que vous le quittiez, lui. Hein. Votre mari, il n'est pas bien. Hein. C'est pas un homme bien, hein, machin. » Tu penses, la première qui va s'approcher de mon mari, j'écrève les yeux, moi, je te le dis. Hein. Et moi avec. Moi, j'adore. Génial, mon mari. Tu vois ? Non, mais attends, je veux dire, le seul, c'est Bertrand Retailleau,
que j'ai eu la chance de voir, même pas dans la semaine du départ de Rachel. C'est pour ça que je te dis, j'ai eu des cadeaux. Je me suis dit que c'est pas possible pour avoir un rendez-vous avec cet homme-là. Et lui, il m'a dit effectivement que j'allais devenir comme ça. Et c'est devenu un ami pour lequel j'ai un très grand respect. Je suis rentrée en salle il y a 2 ans. Je suis rentrée en salle avec lui, ça a été une sacrée expérience. Je peux te dire, être à côté d'un médium qui ne va pas tirer la couverture à lui, mais qui te laisse l'espace et à qui tu laisses l'espace parce qu'il y a une part de respect mutuel et amical et puis même d'amour. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Justement, je vais te faire un feedback en direct parce que j'ai une personne du chat qui a déjà consulté chez toi et je la connais, c'est Ghislaine. Elle nous dit: j'ai eu le plaisir de rencontrer une fois Joëlle. Elle m'a délivré un message sur une photo que je tenais dans les mains. Je la remercie encore car elle m'a très agréablement surprise. Le mot, c'est bluffante. Moi, c'est ce que j'ai utilisé aussi. Je pense que c'est le mot qui correspond. J'ai une petite question un petit peu bizarre, mais est-ce que c'était déjà arrivé de refuser un message d'un envolé ? Savoir se taire. Mais je refuse pas les messages. Mais je sais qu'il faut pas que je le dise. C'est pas qu'ils me disent, tu dois pas le dire. C'est que je sais. Je sais pas comment je sais, mais je le sais. C'est stupide, hein, je sais. Même mon mari me dit des fois, non, mais je comprends rien dans ce que tu me dis. Hein. Je le sais. Je sais pas comment, mais je le sais. Je dois pas le dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ou quand je suis en guidance, tu sais, les gens disent, vous pouvez tout me dire. Je dis quoi, tout vous dire ? Attendez, on commence juste, déjà. Et d'autre part, il faut quand même, tu sais, les enfants, quand on leur apprend à marcher, bien sûr qu'on les tient, on commence à les tenir, machin, mais après, c'est comme faire du vélo, hein, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls quand même. Si tu dis tout, je veux dire, tu donnes la béquille, tu vois ? Et puis, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est très difficile, ou quand, par exemple, ça fait partie. Je sais qu'il ne faut pas le dire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ou c'est comme quand tu te dis, je suis en consultation avec quelqu'un sur une guidance ou une voyance, quoi qu'il va se passer, quoi que je vais entendre, de toute façon, il faut que je l'oublie. Parce que je suis tenue par le secret professionnel, la personne que j'ai au bout du fil a confiance en moi, mais surtout, les envolés qui me donnent les informations ont super confiance en moi. Donc, par exemple, une femme qui me montrerait une photo et qui oublie de me dire que c'est son amant. Je ne vais pas habiller en tête lui dire dites donc, là, c'est votre amant, ça. Ah, non. Savoir se taire. C'est ça, savoir se taire. Savoir se taire. Ne pas être dans le jugement. Plus ce que les envolés te disent, mais tu sais en même temps qu'il ne faut pas que tu le dises. Donc, tu laisses la personne continuer à te mentir, mais c'est pas grave. Alors là aussi, tu vois, quand tu es capable de trouver un turban sur la tête d'une grand-mère ou des chevaux, dont un qui est décédé il y a 4 jours, tu vois, alors que c'est au Québec quand même, hein, j'y suis pas moi, hein, d'accord ? Tu imagines ce que je peux entendre sur les vivants. J'ai beaucoup assisté à des dîners cons. Donc on m'invitait parce que j'étais la conne de service, mais c'était plutôt les personnes qui étaient en face de moi qui étaient des connes. Mais oui, ils n'avaient pas vu la chose. Si tu as un détail, vraiment des détails comme ça, et tu dis bluffant, des gens qui sont là près de toi, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Il y a pas de. Alors, bon, ça m'amusait quand j'étais plus jeune. Maintenant, au bout de 5 ans, si tu veux, où vraiment je fais des consultations et je suis rentrée de plein pied dans la conscience de ce que je fais et comment je dois le faire et non pas. Voilà. Je me dis, là, je fais plus ça. Je ne rentre plus je n'essaye pas de savoir. Sauf, bon, mon mari, de temps en temps, pour un de ses associés, me disait, qu'est-ce que t'en penses sur les photos ? Voilà. Oui, c'est important pour une guidance. Oui, j'ai des chefs d'entreprise aussi qui m'envoient des photos pour des candidats. Je ne connais pas leur nom, ni leur prénom, ni le poste. Je ne connais rien. Mais j'établis un profil. C'est fou quand même ça.
Recruté par photo au travers d'une médium. Moi. Ouais, c'est fou, c'est fou. Il y a beaucoup de messages dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui te remercient, qui adorent ton côté authentique et réaliste. Je vois Naturalistrice, je vois la Vanessa. Si je ne suis pas comme je dois être, c'est-à-dire la fille de mon père, ben, j'aurais rien compris à cette vie-là, moi je te le dis. Hein. Ça, Tant c'est que vrai. je suis au-dessus de la piste d'atterrissage, moi. Donc il faut que je sois moi-même. Et j'ai terriblement envie d'être moi-même. Et je me régale d'être moi-même. Il y a plus. Tu vois, quand ma fille est décédée, il y a une chose que je me suis dit quelque temps après. Maintenant, je ne me sens plus obligée. Je m'autorise. Je m'autorise à dire ce que je pense, mais d'une façon bien évidemment choisie, réfléchie, parce que je suis consciente que j'ai un humain en face de moi, tu vois, donc Oui, c'est un je ne veux certain pas être point. reconnaissante, mais je dis. Hmm. J'exprime moi qui je suis et ce que j'aime et ce que je n'aime pas et ce que je veux et ce que je ne veux surtout pas. Voilà. Tu as raison. J'ai une petite question un petit peu... elle est pas un petit peu, elle est très intéressante. Parce que tout à l'heure, on a parlé des personnes qui ont gardé, en fait, lors de leur décès, ils ont gardé leurs traits de caractère. J'ai mon ancienne voisine à Marseille qui me dit, j'ai mon père qui est décédé et a fait beaucoup de mal ici-bas. Il m'a contacté plusieurs fois depuis quelques années, même harcelé. D'après toi, à quel moment ça peut s'arrêter? Est-ce que une personne qui est décédée, tout d'abord, nous accompagne de manière quotidienne? Et si oui, est-ce qu'on peut arriver à de la méchanceté au travers de ça? Alors, on parle de méchanceté, alors peut-être aussi, peut-être que ce qu'elle appelle du harcèlement, c'est peut-être effectivement qu'il a envie de lui dire quelque chose. Pas de s'excuser ou de demande de pardon, mais d'un accompagnement, si tu veux, quotidien ou sur des choses. Tu sais, des fois, tu veux tourner à droite et puis tu sais pas pourquoi, tu vas tourner à gauche et puis tu t'aperçois qu'il y a eu un accident. Tu vois, dans des trucs très simples de la vie. Hein. Mais c'est pas forcément pour être aussi méchant que s'il était méchant. Je dirais qu'il y a pas, je parle pas de palier, tu sais, il y a des médiums qui parlent d'ascenseur, de machin. Moi, je dirais de multivers, comme disent les scientifiques, de multimonde. Un multimonde où l'histoire change. Mais chaque fois, par exemple, quand moi je vais partir, mon monde ici, c'est terminé, mais il y en a une multitude d'autres où je suis et où l'histoire change, c'est-à-dire que, par exemple, Rachel n'est pas décédée. Rachel, dans un autre monde, est mariée avec 5-6 enfants, les bouillous, comme elle disait, elle adorait les enfants, hein, les bouillous, elle les appelait. Tu vois, une multitude de... Voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que il a besoin de dire quelque chose, peut-être pas pardonne-moi mais quelque chose un petit peu pour buvarder son attitude, un petit peu, je dis buvarder, je ne sais pas si ça existe, mais tu vois, un petit peu lisser, un petit peu, tu vois, parce que j'aime à penser que dans une multitude de temporalités où nous sommes, là, maintenant, ici et maintenant, entre le passé, le futur et le présent, hein, il y a différents scénarios. Tu sais, comme dans le film Au-delà de nos rêves, à la fin, il parle de ça, c'était par exemple un peintre et qu'elle a peint le décor dans lequel elle vit, dans cette temporalité-là, qui est un vrai décor de peinture, de tableau qu'elle crée, tu vois. J'aime à penser que c'est peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Mais si tu veux, il ne faut pas toujours... c'est vrai que il y a ce discours, je sais que moi, avant que je fasse vraiment le métier que je fais maintenant, j'ai été nourrie, si tu veux, d'un discours New Age, c'est-à-dire, voilà, il y a le bas astral, il y a machin. Je me dis que quelqu'un qui a une attitude très délétère ou très dans une autre temporalité, il est différent.
il est différent, ou il va biaiser un petit peu. Peut-être qu'il mettra, je sais pas moi, 50, 100 temporalités différentes avant, si tu veux, de biaiser vraiment. Mais aussi, c'est là où le transgénérationnel et peut-être la psychogénéalogie peut intervenir, parce que il n'y a pas toujours une bonne raison, mais il y a toujours une raison à une attitude. Tu vois, par exemple, quand je détecte, si tu veux, sur un papa ou sur une maman, comme je dis, un sparadrap d'abandon. Alors, pas parce qu'il a été déposé sur le parvis d'une église. L'abandon, c'est pas forcément ça. C'est aussi un papa qui n'était jamais là parce qu'il travaillait beaucoup, ou un papa qui les a quittés, tout simplement. Mais il y a des abandons par décès aussi. Tu comprends? Tout à fait. Donc, il y a tout un tas de raisons. Hein. Alors, c'est vrai que c'est nous qui le subissons. Je veux te dire que ma mère, elle m'en a fait des vertes et des pas de mûres. Hein. Dans mon premier livre, je ne suis pas très sympathique avec elle. Tu comprends? Je règle mes comptes, quelque part. Ceci étant dit, en évoluant dans ma pratique et dans cette façon que j'ai de remonter sur l'histoire familiale, j'arrive à comprendre. Je n'accepte pas toutes les bandales que j'ai prises, je n'accepte pas, mais j'arrive à comprendre. Tu comprends? Tout à fait. Voilà. Et je me dis que ça, tu le retrouves effectivement sur la rigueur, familiale, et tu remontes, et chaque fois c'est ça, sur l'histoire familiale. Alors, ça n'explique pas tout, hein. On règle pas tout. Comme une baguette, avec une baguette magique entre la médiumnité, la psychogénéalogie et la généalogie. Mais ça peut expliquer certaines choses. Tu vois, comme les phénomènes de répétition aussi. Les schémas familiaux. Les schémas familiaux, tu as raison. Exact. Les schémas familiaux, tu vois, ça explique. Mais bon, alors après, quand je travaillais en hypnose, quand je voyais les gens en présentiel sur les consultations, je mettais sous hypnose et on allait les chercher, si tu veux. Et on coupait le lien familial avec l'histoire familiale. Hein. Mais là, c'est plus... Justement, tu as parlé du New Age il y a quelques instants. On parle ici assez souvent de conscience. Toi, tu me dis ce sont des envolées. D'après toi, quelles sont les plus grandes fausses idées sur la médiumnité aujourd'hui? Parce que toi, tu me parles comme une médium, voilà, qui pratique ça depuis des lustres. Ben non. Ça fait vraiment... Rachel s'est envolée en 2011. Je me suis mise en chemin pour apprendre, bien qu'on n'apprenne pas la médiumnité, mais pour maîtriser, voir quels étaient les protocoles. J'ai été chez Hélène Secondé à Paris, hein, qui est une très vieille médium et très puissante médium à l'époque, et une femme que j'ai adorée d'ailleurs, mais avec une pratique très... rigueur, tu vois. Mais vraiment, je travaille depuis 5 ans. Vraiment, je dis, je suis vraiment dans ce schéma-là depuis 5 ans. Vraiment. Médium active. Oui. Et concernant tes outils, on n'en a pas parlé, mais tu n'utilises aucun outil, parce qu'au château de Fougeray, on t'avait mis un masque, on t'avait recouvert le visage. Oui. Du coup, il n'y a pas de... Non. Tu as un autre film sur ma chaîne YouTube qui s'appelle L'avocat du diable, où là, je suis filmée par une équipe de télé avec un metteur en scène québécois connu, qui est décédé d'ailleurs depuis le temps. Et on m'emmène au départ de Montréal, les yeux bandés. Mon attaché de presse m'amène dans un endroit, au bout d'une heure et demie, je sais pas, hein, de voiture, et déjà les yeux bandés, quand elle s'arrête, je dis, il y a les arbres et à gauche il y a une église. C'était ça, déjà. Bon, mon attaché de presse me connaît bien, mais là, c'était les premières années que j'allais au Québec, elle était quand même assez surprise, et on m'a fait rentrer dans un bâtiment, et on ne m'a fait amener que dans certaines parties. Absolument pas la partie qui aurait pu me donner, si tu veux, Voilà. Et
en même temps que moi, que je faisais ce travail-là, on m'a mis en compétition avec un mentaliste qui, lui, avait tout le décor et a interprété et a été dans tous les endroits et savait au départ où c'est qu'il allait, tandis que moi, je ne savais pas. Et partout où j'ai été, je me suis retrouvée dans le grenier à monter une échelle, tu sais, une petite échelle de bois, machin, et puis j'ai dit, il est là, il y a un mort là. Effectivement, l'histoire de ce lieu, il y avait eu un monsieur qui se cachait là, c'était un révolutionnaire au niveau de des derniers événements qui avaient eu lieu, et il était décédé là, effectivement. Il y avait un pendu qui me suivait tout le temps, mais je ne comprenais pas. Je leur dis à un moment donné, il y a un pendu là il est tout le temps là, machin, je comprends pas. Ça. Et puis on me fait descendre à la cave. Et là, je vois des gens allongés autour de moi et qui sont morts. Hein, je sais qu'ils sont morts. Enfin, ils sont vivants, hein, mais ils me disent qu'ils sont morts là. Hein, et je vois en même temps des natifs en train de brûler un corps. Et qui font une cérémonie autour, tu sais, les natifs en train de... Voilà. Je ne comprends pas du tout où c'est que je suis, mais je dis devant les caméras ce que je vois. Et celui qui me recevait, qui est Monsieur Paranormal Québec, me dit, si vous étiez retourné dans l'escalier, vous auriez vu les griffures sur la porte. En fait, me dit, à la cave, on a enfermé, à la dernière épidémie, on avait enfermé une 50aine de personnes là, qui sont mortes là, tu vois. Waouh. Voilà. Et le seul endroit où on ne m'a pas fait rentrer, et là où j'aurais eu la réponse et que j'aurais su ça. Mais par exemple, je dis à un moment donné, il y avait un historien là, et c'est filmé, hein, il dit comme ça, notre médium dit que ici potentiellement ça a été une école. Il dit comment ça se fait, puisque nous on a trouvé des documents qui font état de ça la semaine dernière. Et j'étais sur l'ancien tribunal de Québec. Wow. Mais ils ne m'ont pas fait rentrer dans le... C'était un truc comme un amphi, comme dans une faculté, et c'était l'ancien tribunal, et moi je leur ai dit, il y a quelque chose, c'est de la loi où je ne comprends pas, on a dicté la loi ici, donc c'était pas tout à fait ça, on n'a pas dicté la loi, mais j'avais vu le pendu, et ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, une fois que l'accusé était condamné, il y avait la potence pour le pendre dans le jardin. Il allait directement, il était pendu. Voilà. Donc tu vois. Mais je ne maîtrise pas ce que je vois. Hein. Absolument pas. Je laisse venir. Il n'y a pas de protocole là. Tu te dis, bon, c'est comme en consultation, quoi. Tu te dis, je laisse arriver. Mais je bannis tout ce discours New Age, toute cette philosophie médiumnique, tout ce blabla spirituel. Alors ça, je me régale. Hein. Il y a un chapitre sur la spiritualité dans mon livre. Hein. Ça va être, c'est comment il s'appelle ? C'est Philippe Ferrer qui m'a dit parce que c'est lui qui a fait la préface de mon livre, qui m'a dit tu m'as fait beaucoup rire. C'est un blabla spirituel. Alors là, c'est l'acte 5 de la scène 6. Hein, c'est ce que tout le monde cherche en fait, une psychologue / médium qui nous dise est-ce qu'on va trouver l'amour assez rapidement sans faire de travail sur nous-mêmes, est-ce qu'on va, je sais pas, faire plein de choses. Alors déjà, moi quand on m'a dit de faire un travail, ou je fais un travail sur moi depuis des années, je dis, vous êtes pas fatigué ? Je me dis de quoi ? Ben, de travailler sur vous. Parce que alors déjà le travail c'est très fatigant, mais alors travailler sur vous... Il est hyper fatigant. C'est une bêtise, mais je trouve, il faut arrêter ça, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Je crois qu'on est vivant, punaise, vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Alors, bien sûr qu'il y a des psychologues, bien sûr qu'il y a des psychiatres. Il faut effectivement se faire aider. C'est les lianes. C'est ce que je dis, les lianes. Quelle que soit la liane que vous prenez. Mais réfléchissez un moment, vous êtes vivant. Punaise. Moi, j'ai perdu un enfant. Des tas de gens ont perdu des enfants. Des êtres qu'on aime. On est vivant. Tu vois ? Et arrêtez de travailler sur vous. C'est trop dur, il faut prendre une pause. J'ai essayé pendant des années de travailler sur moi pour essayer de m'entendre avec ma mère. Je trouvais que c'était très fatigant et ça ne servait à rien. Non, tu es devenu toi et c'est ce qui est le plus important. Il y a énormément de bons feedbacks. Dans cette temporalité, ça ne servait à rien. Dans une autre, peut-être, je gage que peut-être, je caresse l'espoir quand même. Hein. Il y a énormément de feedback sur le chat, elle est exceptionnelle.
Tout plein de... Ah, il y a plein de bonnes choses. Il y a même des personnes du Québec qui sont là et qui t'apprécient Les énormément. Québécois, tu sais que sur mon Facebook, il y a 62% de Québécois. Ils sont C'est énorme. super. J'adore. Avant le confinement, j'étais allée 2-3 fois. Je remplissais les salles. C'est génial. Ils sont vraiment très, très gentils, les Québécois. Ils sont adorables. Il fait très froid. À chaque fois, je me les pèle, franchement. Mais j'adore aller là-bas. J'adore là-bas. J'avais vu un voyant, d'ailleurs. Je ne dis pas où c'est que je l'ai vu, mais j'avais été consultée. Oui, je sais. J'ai été consultée. Et je sais pas. Et je suis tombée sur lui et il m'avait dit, sans me connaître comme ça, il m'a dit comme ça, si vous voulez faire des papiers pour vivre ici, faites-le parce que ça va marcher. Vous êtes bien ici. Ouais, la naturalisation, elle va être rapide. Hein. Il y aura beaucoup de personnes qui vont t'aider. Bah, écoute, je suis rentrée dans mon pays. Ma lignée, ils sont luxembourgeois. J'ai mon grand-père paternel qui était luxembourgeois et ma grand-mère, sa femme, qui était allemande. Du côté de maman, ils étaient espagnols. Ils ont passé en flag les Pyrénées quand ils étaient jeunes. Mais là, je suis dans mon pays, Québec. Mais alors, on m'a demandé, là, il y a quelques jours, quand est-ce que vous revenez? Là, ils voulaient que je revienne au mois d'avril. Mais j'y étais au mois de novembre. J'ai été au Salon du Livre. J'ai fait des dédicaces. J'en suis fière, tu sais. Moi, je suis ébahie de ce que j'arrive à faire. Ébahie. Ébahie. Tu le mérites. Des gens qui me rencontrent, des opportunités qu'on me donne, des portes qu'on m'ouvre. Je ne dis pas que je remercie l'univers parce que c'est du blablabla spirituel. Je me remercie. J'ai appris une chose quand j'ai travaillé sur moi, c'est qu'il faut, première charité commence par soi. C'est dans la Bible d'ailleurs. Donc, je me remercie et je remercie tous vos envolés qui, eux, me poussent. Vous voyez, ils me poussent. Et des fois, je me dis, je suis audacieuse. Je suis très audacieuse. Imaginez que je puisse aller au Salon du Livre, demander si je l'ai fait, et ça a marché. Justement. Il voulait que je revienne le mois d'avril. Mais bon, c'est cher, c'est très cher. Entre le billet, les hébergements. L'hébergement, c'est très, très cher. Donc, Pascal Marcotte, il va t'arranger quelque chose, tu vas voir. Pascal Marcotte, qui est dans le chat, et je le remercie, qui est un ami du Québec, il va essayer de t'arranger quelque chose. Au moins, tu auras un logement et peut-être même on va t'inviter. Génial. Ouais, parce que même le prix des salles, c'est énorme. Parce que mon manager, on fait moite-moite. C'est énorme. Mais s'il faisait pas si froid, j'aurais fait dans la rue. Moi, je peux très bien. Je sais que j'arrivais d'Alaska et je suis passée voir à Montréal des amis, un ami médecin de mon mari et je suis descendue du bateau. On s'est installé chez eux et alors il habitait sur l'île des Sœurs, c'est ça, et la tour où il déglace et il y a un jardin public en bas et sur mon Facebook j'ai donné rendez-vous à qui vous voulez pour venir me rencontrer là dans ce jardin avec des photos d'envolées. Et il y en a une qui est arrivée en courant, me dit mais t'es folle. Mais les gens sont précipités. Mais j'adore faire ça, tu sais, ou dans un café, j'aime bien. Je dis je serai à tel endroit, venez. Justement, il y a pas mal de questions parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure en off. On me demande à 6 reprises, est-ce que en ce moment on est tous accompagnés? Est-ce que autour de nous, il y a du monde? Mais tout le temps. Tout le temps. Ben, tout le temps. Regarde, tout à l'heure, elle était en voiture, Carole Lozé du Québec, Lady, je la salue encore. Et je voyais des chevaux, je voyais plein de choses. Tout le temps. Moi, je sors, j'ai tout le temps, même chez moi, il y a tout le temps. Partout. Tu imagines, c'est la seule façon que j'ai de vous expliquer comment je vois ça, mais c'est moi. Je dis bien que c'est moi. Je ne détiens pas la vérité, franchement. Mais vous imaginez un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube, le passé, le présent, le futur. Et tout le temps change, parce que tu changes chaque fois que tu penses, tu changes ton futur. Donc tu changes Rubik's Cube tout le temps, entre le passé et le présent. Et tout le monde est là, tout le monde. Moi je vois des tas de gens, même dans la voiture, quand je vais quelque part, je te dis, il y avait un chien, et puis il y avait une vieille dame avec un col montant. D'ailleurs, je pense que je vais faire un live demain après-midi, juste un t-shirt lit avec la dame qui m'a contacté en me disant c'est ma grand-mère. Parce que j'ai donné un détail, elle me dit c'est ma grand-mère. Donc je vais le faire. J'ai dit d'ailleurs, pour chaque fois que je le fais, je dis aux gens, envoyez-moi la photo. Ils ne m'envoient pas les photos. Et je passe 10 minutes, un quart d'heure avec eux. Comme ça.
C'est pas grave. Une petite question. On parle beaucoup de conscience ici. Beaucoup tout ce qui est conscience et après la mort et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est-à-dire, Qu'est-ce qu'il y a pour toutes les personnes après la mort, d'après toi? Est-ce qu'on est toujours là? Que tu as dit, on existe sur différentes temporalités. oui, un Mais est-ce que multimonde. tu crois à l'âme et à la conscience? À l'expansion de la conscience et ces trucs-là? Ou c'est un truc New Age Non, pour toi? mais ça, je laisse ce discours-là aux scientifiques et puis au blablabla spirituel. Hein. Moi je les vois pas. J'ai pas de discussion philosophique avec eux. Hein. Ils ont une vie. Ils ont une vie dans une multitude de temporalités, mais ils vivent une vie hein, qui est pas si différente de celle qu'ils ont vécue. Probablement qu'effectivement, si tu en as beaucoup bavé et si tu as été toujours, tu sais, il y a des gens qui ont un parcours de vie quand même, tu te dis, c'est pas possible. Ils sont, soit on les a maraboutés, ou soit ils ont, je sais pas, ils ont mis le pied sur une peau de banane ou j'en sais rien Ou moi. le Hein. transgénérationnel, comme tu as parlé tout à l'heure? Ou le Hein. transgénérationnel, ou le poids du Voilà, transgénérationnel qui s'est exactement. transmis? Donc, dans une d'autres temporalités, il change un petit peu l'histoire. On peut pas la changer totalement, mais je te dis, tu peux arriver à changer l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas parce que, par exemple, tu es pauvre dans une temporalité ici maintenant que tu vas être pauvre dans d'autres temporalités. Tu vas biaiser un petit peu. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu as pas fait d'études puis faire des études dans une autre temporalité, bah tu peins ton décor. Moi, je pense que c'est comme ça. J'aime bien ce film-là, Au-delà de nos rêves. Bon, toute la partie astrale, bon, ça c'est comme dans nos solars, toute cette partie-là, non, je la prends pas. Hein. En tout cas, c'est peut-être ça, mais moi, je n'ai aucun envolé qui m'a parlé de ça. Aucun. En tout cas, moi, mon job, ce n'est pas celui d'avoir un discours des scientifiques. Guillemot & Co. savent très bien le faire. Bien qu'ils n'expliquent jamais rien, hein, de toute façon, hein, puisqu'ils sont incapables de nous dire ce qui se passe de l'autre côté hein, aussi. Hein. Et comme je dis, si je savais ce qui se passe de l'autre côté, ben, ça voudrait dire que je suis morte. Et comme j'aime à dire, Jésus, Lazare, ils sont revenus, eux. Hein. J'ai un petit bémol sur Jésus quand même. Hein. Ça aussi, sur ma chaîne YouTube, il y a un truc sur Jésus. J'étais chez Philippe Ferrin encore, je tue le truc. Puis je dis à un moment donné, je vois Jésus qui parle là-bas. Bon, effectivement, c'est moyen. Mais je sais que Jésus n'est pas mort sur la croix. Bon, c'est une petite aparté. Mais je dis, on change l'histoire. Tu vois, on change des trucs. On change pas de parents, on change pas. Moi, dans d'autres temporalités, j'ai toujours ma mère, hein, mais elle est un peu moins baffante, probablement. Tu vois ce que je veux te dire? Elle est un peu plus sympathique avec moi. Elle est aussi rigide parce que de toute façon, elle a été élevée dans un couvent, donc elle est comme ça, si tu veux. Mais peut-être peut-être plus un regard plus appuyé sur moi. Mais là aussi, il y a une histoire familiale, tu vois que je Oui, peux c'est pas, un poids je peux pas familial. parler d'une Non, histoire non, mais tu as familiale. raison. Voilà. Et concernant parce que tu as parlé de la réincarnation, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Alors, moi, je ne parle pas de réincarnation. Je comprends ce mot-là et je dis, c'est ça. Sauf que moi, je suis sur des temporalités. Donc, par exemple, un enfant, moi je crois, hein, un enfant, si tu veux, qui te parle de sa mère et qui décrit le lieu, la maison où il habitait et le pays où il habitait, machin, ou je ne sais pas, qu'il était un aviateur et qu'il est mort. Mais j'y crois, mais peut-être que dans d'autres temporalités, il l'est, tu vois. On ne sait pas, on ne peut pas expliquer. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, je crois que ça existe, je le sais que ça existe, mais je ne me l'explique pas. Et personne ne peut l'expliquer. Moi, je suis sûre d'une chose, c'est cet espace, l'espace, oui, où un envolé vient. Mais pas au-delà. Parce que si je passe la porte, c'est fini pour moi. J'ai fait un AVC il y a 2 ans, donc je sais, hein. Je peux te dire que je sais, hein. Mais je dis que c'est pas tout à fait. C'est comme le disent, comme le décrivent les expérienceurs, tu sais. Bien que moi je pense que nous sommes des expérienceurs hein, dans cette cour de récréation où comment dire, les expériences sont difficiles à vivre et les leçons sont dures à comprendre.
Mais les expérienceurs, c'est-à-dire, on parle Jean-Jacques Charbonnier, ceux qui font des expériences de mort imminente, parlent tous de la même chose, mais ils ne parlent pas de l'au-delà. C'est les envolés qui viennent. Tu comprends ? Justement, Moi, quand je quoi, rentre dans la chambre de maman une semaine avant qu'elle s'envole, je sais qu'elle va partir parce que j'ai vu mes grands-parents que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais connus. Mais je les ai vus. Ça veut dire quoi en Tu fait ? vois ? Ça veut dire que nous, on est dans un monde où on peut avoir accès à un certain niveau, et toi, tu vas au-delà de ce voile, c'est ça ? Au-delà du voile. Non, 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 justement pas. C'est eux qui viennent, c'est pas moi. D'accord. Un médium ne peut pas. Enfin, à mon avis, hein, moi en tant que médium, je ne peux pas. Non, mais le fait de toi recevoir le message... Parce que je n'ai pas le pouvoir de le faire, c'est tout simplement que moi je suis ici et là. Donc simplement, je ferme les yeux et je suis capable d'aller sur les lieux, mais je n'y vais pas. On me les montre. Tu vois ce que je veux te dire ? On te les apporte. Voilà. Si je passe de l'autre côté, mais c'est que je meurs. Enfin, moi je l'explique comme ça. Comme quand, par exemple, pour me faire comprendre certaines choses, des fois, que ça s'est passé au niveau de la tête, on m'enfonce une aiguille, tu sais, j'ai très mal. Ou on me file des coups. Des fois j'ai des coups. Hein. Donc je sais que, voilà, quand je veux pas comprendre. Parce que c'est pas agréable quand même, ça aussi. Ah oui, oui, oui. Physiquement, oui. Physiquement, des fois, oui. Alors, c'est pas une douleur, enfin si, une aiguille, ça pique, tout ça, mais voilà, mais c'est pas, on me torture pas, hein. C'est pas vrai, hein. Justement, Sébastien me pose une question, que penses-tu de l'âme ? Est-ce que pour toi c'est une énergie consciente ou ça, c'est pas ton truc ? Vous êtes étonnant, énergie consciente, oh, c'est beau ça, c'est beau. Moi, c'est des êtres humains que je vois, c'est des êtres humains. Je suis même capable. C'est dimanche dernier, j'étais en salle. Je devais faire une conférence. En fait, ma conférence, chaque fois, était tronquée parce qu'ils me sortaient des photos de leurs iPhones et trucs comme ça. Et je dis à quelqu'un, mais il avait quelque chose en bas de jambe. Là, il y a une cicatrice. Il avait quelque chose en bas de jambe. Non, non, non. Sa femme lui dit, mais si, il avait une plaque dans le bas de la jambe. Tu vois, physiquement, je vois. Donc moi, c'est des êtres humains que je vois. Enfin, vous considérez comme des êtres humains, mais est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas simplement des hologrammes ? Qu'on n'est pas simplement des hologrammes ? Moi, c'est des êtres humains comme vous. C'est-à-dire que toi, je te vois, toi là, ta grand-mère, je la voyais avec le... On m'a pas mis un morceau de tissu en me disant c'était dans sa tête. Non. Mais je vais te l'envoyer la photo. Je vais te l'envoyer la photo parce qu'en fait, c'est à partir de là. Alors, quand je suis dans cet état-là, je ne m'en rends pas compte. Et je dis cet état-là parce que je suis dans un autre état de fréquence. J'ai du mal avec les mots. Donc, je parle de tissu, alors que c'était un foulard ou un je ne sais pas. Non, c'est un morceau de tissu qui lui a attrapé les cheveux parce qu'elle n'avait pas de foulard. En fait, tu sais, elle voulait attraper le bas de ses cheveux et elle attachait comme ça, en fait, le tout avec ça. Mais non, tu l'as eu et je vais t'envoyer la photo exacte parce que c'est la seule photo. Voir ce qu'elle me raconte. C'est la seule photo que j'ai et c'est la seule photo dans laquelle tu as détaillé exactement la photo que j'ai parce que j'aurais pas pu deviner autrement. Il y a énormément de questions dans le chat. Ghislaine nous demande. Mais tout ce qui est conscience et tout ça, je mets de côté. Je mets de côté. Non, je mets de côté, t'inquiète pas. Est-ce que tu crois que après la mort, on travaille, on essaye par exemple, si on a fait du mal sur cette terre, on essaye de se racheter en faisant, je sais pas, peut-être quelque chose? Ça me fatigue. Hein. Si c'est ça, j'y renonce. Hein, alors laisse tomber. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je pense, moi, c'est que dans ce multimonde, cette multitude de mondes, ça fout le vertige d'ailleurs d'imaginer qu'on pourrait être dans une multitude de mondes en même temps, tu vois. On biaise, on change, tu vois, on change certaines choses. C'est ça les paliers, tu vois, sauf que là, c'est pas des paliers, c'est des histoires qui se déroulent. Des possibilités différentes. On biaise, on change l'histoire. Par exemple, dans une autre temporalité, dans cette temporalité-là, tu as un accident grave. Dans une autre temporalité, il y a quelque chose qui fait que tu rentres chez toi, tu perds un quart d'heure et tu évites effectivement tu vois ce que je veux te dire ? Tout à fait. Ça change. Voilà.
Ça change. Dans une autre temporalité, j'étais grincheux, je deviens plus abordable, un petit peu plus flexible, un petit peu plus, tu vois. C'est la même histoire que vos paliers, avec votre ascenseur. Mais moi, je l'explique autrement, avec mes mots à moi, tu vois. Tout à fait. Et après toutes ces expériences par rapport à ce que tu vis, ce que tu as vécu et tout ça, comment est-ce que tu vois quelle est ta vision de la mort aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé aussi, ça a évolué ? Alors, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir. Grand débat philosophique, hein. Je pourrais faire une rédaction dessus. Hein. Ouais. J'ai quand même peur de mourir parce que je pense que j'ai des choses encore à faire, à vivre, puis surtout quitter tous ceux que j'aime, mes enfants, mon mari. Des fois, ça m'émeut jusque. Oui, j'ai des fois une larme, hein, pensant que je vais mourir, bien sûr. Et très curieusement, je me demande comment ça va se passer. Je prie, parce que je prie pour pas avoir de cancer. J'en ai déjà eu, hein, donc je me suis dit, écoute, c'est bon là, si vous pouviez faire un peu différemment, ça m'arrangerait. Pour pas souffrir, parce que je vois effectivement, j'ai vu mon père partir d'un cancer des poumons, j'ai vu ma mère partir d'un cancer du côlon, ça n'en finissait plus. C'est tragique. Et je me dis, mais attends, l'être suprême, là, comment tu nous faisais un truc pareil, quoi. Je sais bien que la machine se détériore, hein, mais tout de même. Donc, j'ai pas peur de la mort. Non. J'ai pas peur d'elle, la faucheuse. Mais j'ai peur de partir, oui, ça c'est sûr. Je me suis vue, hein, avec mon AVC, je me suis vue partir, hein, ça c'est vrai. Ça m'a pas plu. Ça t'a pas plu ? Non, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu du tout. D'accord. Oui, elle est voyante, ça c'est pour la question. C'est pas Oui. Le mot voyante, c'est quelque chose qui te dérange un peu. Médium, c'est comme médium, tu sais, ça me dérange. Alors c'est des mots j'allais presque, des fois je dis pour vous parler en français, c'est des mots que vous comprenez. Voilà, médium, voyante. Je préfère parler de guidance parce que voyante, ça voudrait dire que je vois jusqu'à la fin de votre vie. Ce qui n'est pas le cas parce que tous les 4 matins, vous me changez d'avis comme de chemise. Et grâce à Dieu, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, est-ce que vous voulez que je les reconnaisse, moi, là-dedans ? Mais par contre, une médiumnité, si tu veux, à 6 mois, si je sais si vous allez partir vieille dame, très vieille dame, ou pas. Mais, quand c'est vieille dame, je dis, vous partirez vieille dame, ne vous faites pas de soucis. Quand je sens l'angoisse, c'est la personne. Hein. Mais je préfère travailler à 6 mois sur des thématiques un peu précises de travail, de recherche de travail, de changement de travail. Ou d'ailleurs à ce propos-là, si vous avez un contrat de travail, ne le lâchez pas. Hein. Ne le lâchez pas encore. Hein. Vous avez vu, ça fait 2 ans que je dis que la première fois j'ai dit bonne année. Les feux sont allumés partout dans le monde, vous allez voir, et plantez des patates. J'avais raison. Hein. J'avais raison, en guise de bonne année. Bon, c'était pas top, je sais, je reconnais. Mais c'était ça, hein. C'était ça, hein. Regardez dans quelle galère on est tous. Hein. Donc, gardez votre contrat de travail et puis appelez-moi. Appelez-moi, on va en discuter. Je vais vous donner les directions, peut-être. Mais ça aussi, je dis toujours à la fin de ma consultation de guidance ou de voyance, ne croyez pas ce qu'une voyante peut vous dire. Croyez ce que vous entendez vous, ce que vous ressentez vous, parce que ce qui est bon pour vous, ce qui sera bon pour vous. Moi, je vous donne simplement des pistes de réflexion. Mais je vous rappelle toujours, et même en salle, je l'ai dit dimanche dernier, vous me parlez de libre arbitre, je dis non. Non, ça aussi, laissez-le, ça c'est un mot, c'est à toutes les sauces, à tous les temps, c'est une horreur. Par contre, avez-vous un cerveau ? Alors tous, bien sûr, m'ont répondu oui, bien sûr, dans la salle. Bon, servez-vous-en. Servez-vous-en. Et moi, je vous rappelle en consultation que vous avez un cerveau. Je vous donne des pistes possibles, des réflexions possibles, des directions possibles, bien évidemment, mais ce que j'entends, c'est-à-dire vos envolées me disent. Mais après, c'est à vous de prendre vos décisions. Comme je dis souvent, aide-toi, le ciel t'aidera aussi. De toute façon, la réponse est là. La lumière est toujours là. Justement, alors on va faire le petit côté promo.
Tout d'abord, je vais montrer le livre. Hop, je vais changer de cadre pour montrer le livre. La mort n'est pas la fin de la vie. Ça, c'est toi qui l'as fait. On peut le retrouver à la FNAC. On peut le retrouver également dans la description de la vidéo. J'ai mis le lien sur le site, le lien pour... Pardon ? Il est partout. Cultura, il est partout. Il est partout. Donc ça, c'est pour ça. C'est les éditions Pré Daniel, donc il est partout. Sinon, pour ceux qui sont vraiment à l'étranger, je peux les expédier, j'en ai quelques-uns. Et je voulais te demander une question. Dans quel cadre est-ce qu'on pourrait te contacter justement ? Donne-nous toutes les possibilités dans le cadre. Par exemple, moi, je souhaiterais consulter. Je te donnerai tout ça pour que tu le mettes à la fin du truc. C'est contact@joël-pfeiffer.com. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est aujourd'hui, les personnes qui t'ont regardé au travers de la vidéo ont apprécié ce témoignage, se disent « Oh, je vais la consulter, mais est-ce qu'elle va faire ça ?» Est-ce que, par exemple, contact défunt, c'est quelque chose que tu fais ? Tu fais aussi de la psychogénéalogie aussi ? Bien évidemment, pendant que je suis en guidance ou en communication avec un envolé, automatiquement, quand il y a lieu, je retourne un petit peu sur l'histoire familiale, mais quand il y a lieu, c'est pas automatique, mais c'est intéressant d'y aller, surtout effectivement quand on, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir une relation amoureuse pérenne. Je vais me poser la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ses parents, qu'est-ce qui s'est passé pour ses grands-parents. Alors des fois, je te dis, c'est parce que un homme décède tôt. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, il y a toujours une difficulté à à monter une maison si tu n'as pas les fondations. Et les fondations, c'est l'histoire familiale. Tu comprends ? Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Ou pourquoi sur une lignée tous les hommes s'en vont, décèdent tôt. On va essayer de comprendre pourquoi. Tu vois, parce que ça m'intéresse. Donc automatique, on me donne les indications. Enfin, on me donne les envolées. Tu comprends ? Donc toutes les personnes qui souhaiteraient faire un contact. Mais si vous voulez une communication avec un envolé, comme je dis, n'attendez rien et vous aurez peut-être le maximum. Très souvent, on me dit, c'est comme si vous installiez pour prendre le thé. Mais on ne prend pas le thé là. On est dans un espace sacré où effectivement, je vais vous restituer en conscience et en justesse ce que j'entends et ce que je vois. Et quelquefois, j'ai eu des personnes qui me disent, je pensais que ma grand-mère ou mon grand-père viendrait ou mon frère. Non, ne pensez pas, attendez. Et surtout, taisez-vous. Aucun détail. Je sais bien que vous aimez vous raconter, je sais bien, mais aucun détail. En tout cas, quand vous êtes avec moi, et de manière générale, ne dites rien. Comme ça, vous pourrez savoir avec qui vous êtes. Si vous êtes vraiment avec l'envolé que vous voulez avoir. Et de temps en temps, il peut arriver que ce n'est pas l'envolé que vous vouliez avoir qui vient, mais d'autres envolés de votre lignée qui viennent vous voir. Qui ont un message ou des fois, à vous transmettre. Surprise de voir arriver le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, machin. Ça, c'est Arthur Findlay College. On nous apprend. Non, une fois j'ai fait un exercice. Non, vous êtes sur un envolé, vous restez sur un envolé. Alors que moi, je ne vais pas leur fermer la porte au nez. C'est pas possible. Surtout que tu n'as pas le choix. C'est la fête au village. Surtout que tu n'as pas le choix, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai pas le choix. Je peux pas. Attendez, après je vais les avoir tout le temps avec moi en disant pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas dit ça, pourquoi... Non, moi je laisse faire. Hein. Je suis accueillante, c'est tout. Je me dis, voilà. Mais jamais aucun ne m'a fait faux bon. Jamais. Il y a beaucoup de feedback positif dans le chat. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, voilà, on va peut-être consulter. Comme tu as dit, on peut consulter pour tout, au travers de nos envolées. Oui, parce que c'est pas l'opération du Saint-Esprit qui me dit ça. C'est vos envolées forcées. Moi, je sais bien. Et puis, j'en veux pour preuve qu'à un moment donné, dans la consultation, je dis, écoutez, il y a un homme qui me dit qu'il est votre père, qui est là, ou votre grand-père, ça fait sens pour vous ?
Ah ben oui, ça, voilà. Donc tu vois, c'est pas ça. Non, non, non. C'est pas parce que on se dit c'est autour de nous, c'est la clairaudience, la clairentendance, que non, c'est eux, c'est eux. Et des fois, c'est un animal aussi, hein. Et souvent, j'ai eu des animaux, je voyais des animaux venir aider l'envolée. Parce que soit je les vois, tu sais, passer allongés quand vraiment ils ont une maladie, c'est ça. Ils sont pas debout quand ils passent ce que vous appelez passer de l'autre côté. Ils sont allongés, je les vois allongés, passer comme ça. Et souvent, j'étais curieusement étonnée de voir que c'était un chien qui venait là accueillir le défunt. C'est fascinant, je te promets. C'est fou, à chaque fois tu dois avoir des super surprises en fait, des superbes histoires. Moi, j'ai dit à mon mari après, tu sais pas ce que j'ai vu? Ah non, mais c'est même pas des super surprises, enfin, je dis, c'est un espace sacré. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un espace sacré. C'est comme si tu étais dans une navette spatiale, t'as plus rien là. Et tu te dis, je fais silence et je dis simplement, j'écris en même temps tout ce que j'entends et tout ce que je vois. C'est tout. Et scrupuleusement. Parce que tous les mots ont un sens. Moi, je suis... C'est Annie Plaeté, la psychogénéalogiste, qui dit, dans les regards croisés, tous les mots qu'emploie Joël sont très importants. Ça fait sens. Et à ce propos-là, que vous soyez anglais, espagnol, portugais, italien, il me parle dans la langue que je peux comprendre. D'accord. C'est super intéressant. Pour retrouver notre ami Joël, vous avez tous les liens dans la boîte de description ci-dessous. Je vous invite à découvrir ses réseaux sociaux. Ils sont fascinants. Elle est super. Elle a de superbes photos. Et vraiment... essayez de la suivre. Je vais juste prendre une dernière question. Il y a beaucoup de questions sur la source et des trucs comme ça. C'est pas pour Joël, les guides de lumière et tout ça. Elle ne travaille pas avec les guides de lumière, elle travaille avec nos envolés. Non. C'est ce qu'elle a dit. Hélène Secondé, il y avait un cours sur les anges, tout ça. Je les ai, hein, mais vous savez, en tant que médium, on a chacun sa spécialité, on peut le dire comme ça. Exactement. Son terrain de jeu. Moi, c'est mon terrain de jeu, tu vois. Je vais pas sur les cartes de visite où tu vas sur des trucs comme ça. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, hein, parce que moi déjà, c'est fascinant, mais c'est prenant. Alors j'imagine que si en plus j'étais sur les êtres de lumière, machin, non. Non, c'est pas une spécificité que tu as, c'est comme la spiritualité. Toi, tu as ta spiritualité à toi. Le New Age, c'est un courant, c'est différent, c'est chacun sa spiritualité. En fait, c'est personnel, la spiritualité. C'est personnel. Et chaque médium a sa méthode pour le travail, a sa vision de la spiritualité, sa vision de la médiumnité, que j'accepte. Hein, mais moi, je travaille dans mon 4 mètres carrés, là, et ça va très bien. Je suis en train de lui écrire, c'est une vision différente en fait, c'est tout simplement ça, c'est une vision différente de la médiumnité si on peut dire. Beaucoup de personnes m'ont posé une question, mais je vais juste te poser une question. Tu es optimiste pour le futur? Non. D'accord. Alors, de tout chaos, après le chaos vient la lumière, c'est évident, hein, c'est une évidence. Hein. Mais je dirais, ce que je vous dis, si vous avez un contrat de travail, surtout... ne me dites pas, surtout ne m'appelez pas, prenez pas une consultation pour me dire que vous envisagez de travailler dans le bien-être, hein, parce que de toute façon, ça se saurait si on gagnait notre vie dans le bien-être, hein, de toute façon. Donc, gardez votre contrat de travail précautionneusement, ce qui ne vous empêche pas de regarder, de prospecter peut-être pour quelque chose qui vous conviendrait mieux ou qui serait plus adapté à votre désir instinct, tout simplement. Hein. Mais je ne suis pas du tout optimiste. Sans rentrer dans et être polémique sur certains qui font, d'autres qui font pas, je dirais de toute façon, il y a des tensions, tous les feux sont allumés, ils étaient déjà, là ils sont grandement allumés, il y a un ordre mondial qui va se faire, ça c'est sûr. Tout le monde a pensé que c'est quand on allait ouvrir les portes après le confinement
on allait être dans un monde de bisounours. C'est devenu la guerre de toute façon. Hein. Ça. Il n'y a que quand on a été confiné que là on a été gentil. Mais pour l'avenir, je dirais, soyez précautionneux, plantez des patates. Hein. Je l'ai redit, hein, je le dis, hein, plantez des patates. Si vous avez un petit potager, un petit peu de terrain, plantez quelques légumes parce que quand je vois le prix des légumes, là je suis horrifiée, et puis pas simplement l'essence, hein, mais de tout. Soyez précautionneux de vous, restez en pleine santé de vous, et puis surtout gavez-vous d'amour avec vos familles, gavez-vous d'amour franchement, gavez-vous d'amour avec vos enfants, gavez-vous d'amour avec vos maris, vos amants, enfin ce que vous voulez, mais gavez-vous d'amour. Il n'y a que ça de vrai dans la vie, l'amour. Franchement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Joël? En plus d'être heureuse, d'être comme tu es, de rester comme tu es. Tu sais, j'ai une belle vie, mes enfants même. Quand je fermerai mes yeux, je me dirais que j'ai réussi ça. Je suis aimée de mes enfants, je suis aimée de mon mari, donc ça, je l'ai réussi. Tu sais, on cherche toujours qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie. Ça, je l'ai réussi. C'était le plus difficile. C'est le plus difficile. Quand je vois au travers des consultations, moi, je sais que j'ai réussi ça. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Quelques années de plus. Je te le souhaite. 20 ans de plus si c'est pas plus. Attends, j'en ai 68, 20 ans. Bon, allez, ça va, c'est encore jeune. Bon, alors, demain matin, je remonte sur mon tapis. Hein. Je vais vous mettre en photo mon tapis dans quelques jours. 20 ans en bonne santé, avec le sourire et heureuse. C'est tout ce que je te souhaite. Avec une belle famille, toujours heureuse et en bonne santé aussi. Merci beaucoup. Et la chance, et bientôt sur France 2, vous allez la retrouver aussi, ça on va le dire. Je te le souhaite, je croise les doigts. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été là ce soir avec nous. Et vraiment, je suis honorée, très honorée de votre présence. C'est un honneur pour nous. C'est vraiment un honneur pour moi. Je ne recherche pas mais bon, tu m'as demandé, j'ai dit oui. Et c'est vrai que tu as accepté très rapidement et je t'en remercie vraiment. C'est une démarche. Hein. À partir du moment où tu veux me rencontrer, je ne vois pas pourquoi je dirais non. Tu ne me proposes pas un plan cul, donc c'est oui. Merde. Pardon, désolé, c'est lié les conseils là. Attends, je t'appelle plus tard. Je te souhaite. Ouais, la spiritualité, c'est ça aussi. Attends, je dois partir chez le chaman dans quelques semaines. Il y a même son micro qui fait plein de bruit là. Je te raconterai sur le chaman. Les qui applaudissent. Ils ont beaucoup d'humour, tu verras, lis mon livre, ils ont beaucoup d'humour. Tu sais quoi, c'était une question que je voulais te poser aussi pendant l'émission, mais j'ai pas osé te poser la question. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'humour? Tu viens de le confirmer. Ils ont beaucoup d'humour. Merci Joël, merci d'être cette femme magnifique, cette femme fantastique, cette boule d'énergie souriante et toujours bienveillante. D'après tout ce que j'ai vu, on a eu des discussions de 2-3 heures, on s'est éclaté et merci beaucoup, merci du fond du cœur. Merci à toi. Et n'oubliez pas, vous pouvez la retrouver dans la barre de description, vous avez toutes les infos, je vous conseille, je vous conseille de découvrir ses réseaux sociaux, ils sont excellents, elle est excellente, suivez-la dans les groupes, découvrez son monde magnifique. Encore une fois, nous avons ici le livre L'amour